Hello à tous et bienvenue sur Vie ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différents invités qui vivent leur meilleure vie. Qu'est-ce que cela signifie de vivre sa meilleure vie? Quelle forme cela prend? Comment on fait pour se lancer? Tout ça sont des questions que nous explorons avec nos invités. Ils partagent en toute honnêteté et authenticité les challenges qu'ils ont rencontrés, comment ils se sont lancés et comment ils ont relevé chaque défi pour vivre leur meilleure vie. Mon but est de vous présenter des clés et des outils qui vous seront utiles dans votre vie pour que vous puissiez découvrir et vivre votre meilleure vie. Mon invitée aujourd'hui est Maëlle Rousseau. Elle se définit comme une voyageuse blonde fauchée et pourtant a réussi à faire 2 tours du monde, visiter plus de 50 pays et a vécu d'incroyables aventures autour du monde, que ce soit accompagnée ou toute seule. Maëlle nous présente ici, depuis sa voiture, son parcours et les défis et challenges qu'elle a relevés. J'espère que cela vous plaira et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, noter. Cela aide à la visibilité du podcast. Merci et bonne écoute. Bonjour Maëlle et bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie. Donc déjà, merci de venir ici et de partager ton parcours. C'est toujours extrêmement intéressant. Maëlle, tu es digital nomade, donc tu fais rêver de nombreuses personnes qui sont assises derrière un ordinateur à voir tes magnifiques photos et tes magnifiques vidéos. Tu es tout le temps en vadrouille. Tu as fait 2 tours du monde. Donc, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est ta vie actuellement? Parce que c'est vrai que on a peut-être un petit peu du mal à l'imaginer quand on est dans un parcours classique, par exemple avec un job 9h-17h. Donc, à quoi ressemble ta vie, Maëlle? J'adore ce genre d'intro. Alors, je suis officiellement gestionnaire immobilière pour une entreprise canadienne. Je travaille, vu que c'est en décalé, de 16h à minuit, minuit et demi. Ça, c'est des fois la partie moins drôle. 5 jours sur 7. Donc, c'est un 40 heures, en fait, en soi classique. Mais grâce aux horaires décalés, je vis ma meilleure vie. Ok. Et est-ce que comment tu as trouvé ce travail en fait? Parce que c'est assez atypique de faire ce type de travail et particulièrement pour une entreprise canadienne. Donc tu fais ça à distance. Comment tu en es arrivé à travailler en gestion immobilière pour une entreprise canadienne? Donc j'habitais au Canada, mais j'avais des boulots très classiques. Le Covid est arrivé. Ma vie est faite d'opportunités, de chance, même si on sait que la chance se crée. Là, quand même, c'était quand même un coup de chance. J'ai vu une annonce passer sur Facebook une offre d'emploi du coup pour de la gestion immobilière, mais je pense que dans l'intitulé de poste, rien ne me correspondait. Mais j'aimais bien comment c'était formulé. Et ça, par contre, c'est vraiment, ça fait quelques années que je réagis comme ça. Avant, je postulais jamais à des postes. Déjà, souvent, je sous-estimais mes compétences, mais donc je postulais vraiment pas à beaucoup d'offres un peu exceptionnelles. Là, je me suis dit, au Canada, en plus, pourquoi pas? En fait, je n'ai strictement rien à perdre. J'ai postulé. J'ai eu déjà l'énorme chance du Covid parce que au Canada, on n'a pas été confinés. Enfin, c'était pas la même chose, mais tous les Français en stage ont été obligés de repartir. Beaucoup de permis de travail ont été aussi obligés de repartir. Moi, je fais partie de ceux qui avaient de la chance avec leur permis, mais ça a éliminé une masse salariale énorme. Et donc, je pense déjà que ça m'a un peu aidée. Et j'ai fait l'entretien comme si, mais tellement naturellement, parce que dans ma tête, jamais j'allais être prise. Donc, je pense que c'est là où on fait les meilleurs entretiens. Et elle m'a dit, mais go, tu peux apprendre. Je dis oui, je pense qu'on peut vraiment apprendre n'importe quoi, même si ça peut être dur, ça peut être très long. Elle me dit, t'es pas spécialement débile, t'as beaucoup voyagé, j'ai quand même un background d'études quand même assez important, même si ça correspondait pas du tout. Donc, je me suis retrouvée là-dedans.
formation très longue, même si j'ai beaucoup pleuré parce que je pensais que j'y arriverais jamais. Ça fait maintenant 1 an et demi. Donc la formation, c'était au Canada. Tu as fait une formation avec eux directement? Oui, mais c'est continu, hein. C'est d'ailleurs continu, hein. J'apprends tous les jours quelque chose parce que j'ai quand même, je pense, que j'ai un master de comptabilité et gestion de retard, quand même. Et du coup, ça consiste en quoi ton travail concrètement? Donc, on loue des chalets de luxe à Québec. Donc, on a une montagne, on a plein de chalets, on a aussi en gestion un immeuble. Donc, toute la partie locative. Donc, on est sur les classiques Airbnb, Booking, mais on en a 6. Donc, on a vraiment un gros serveur qui rassemble tout ça, connu dans le monde de l'hôtellerie. Gestion des prix, la comptabilité, la fiscalité, les réseaux sociaux, évidemment. Du coup, la communication, le marketing. Sur place, je faisais les photos. Enfin, tout ce qui est possible, inimaginable dans le milieu de la location, que je ne pensais pas que c'était aussi large. Mais oui, ça me fait des journées parfaitement remplies. Ok, donc en fait, tu fais de la communication sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu community manager. Ensuite, tu fais la gestion des locations. Donc, en gros, tu regardes sur les sites style Airbnb quand est-ce que les gens arrivent et est-ce que tu organises peut-être avec les ménages et compagnie? Exact. Oui, et oui, en gestion du personnel, du coup, de toute façon, il n'y a que moi. Au total, on est 8. D'accord. Et du coup, est-ce que c'était prévu que ce poste-là soit à distance? C'est-à-dire que tu as commencé quand tu étais au Canada. Est-ce que ça faisait partie du deal qu'à un moment donné, tu partes et que tu fasses ça à distance? Alors, ma boss qui me ressemble un petit peu, son rêve absolu, c'est de travailler à distance. Donc, elle a toujours fait en sorte. Au début, on était sur place, mais on n'avait même pas de vrai bureau. Je travaillais au moins dans Québec, même si c'était dans un bar ou chez moi, mais je devais faire les allers-retours de temps en temps pour suivre des travaux, parce que moi, je suis arrivée au début, il n'y avait que 4 chalets, on en est à 28, et il y a 88 parcelles, donc ça ne s'arrêtera jamais. Mais c'est son rêve absolu à elle. Donc, en m'embauchant moi, elle m'avait dit, elle fait, je vais faire en sorte que tu puisses prendre de belles vacances. Au début, c'était juste comme ça. Et, et après 6 mois, 6 mois qui donnaient un ultimatum, encore une fois, je n'avais rien à perdre. Je me suis dit, mais je vais me faire virer, c'est pas grave. Mais non, habiter à Québec et partir de temps en temps en vacances, ça ne me suffisait pas. Éternelle insatisfaite. Donc, j'ai dit non, non, moi, c'est tout le temps ou rien, sachant que j'allais trop peu au chalet, j'étais pas hyper utile. Et le jour où je lui fais mon ultimatum, parce que là-bas, on a peut-être en France, mais en fait, je sais pas, tous les 6 mois, on a l'entretien semi-annuel. Et quand je lui annonce son ultimatum, elle me dit, t'es bien française, hein, pour me dire ça. Et elle me pose un téléphone, c'était mon téléphone international. Elle me dit, c'était déjà prévu, hein. Pas besoin, elle dit de me faire un gros discours. Donc voilà, donc je pense, sur l'annonce de base, c'était marqué potentiel télétravail à définir ensemble ou quelque chose comme ça. Ok, et donc à partir de là, tu es resté 6 mois et tu es revenu en France, j'imagine. Au total, 1 an à cause du Covid sur place et je suis rentrée à 7 mois. Ouais. Ok, d'accord. Ok, super. Et du coup, là, j'aimerais un petit peu voir quel a été ton parcours, donc revenir en arrière. Parce que c'est tellement intéressant de voir comment tu en es arrivé là, est-ce que cette vie d'aventure, parce que tu as fait beaucoup de voyages, tu as fait des tours du monde, est-ce que c'était ton rêve de petite fille? Comment ça s'est mis en place? Est-ce que c'était un rêve et finalement tu as suivi ce rêve et tu l'as développé au fur et à mesure, ou quelque part c'est les hasards de la vie? Donc est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient tout ça? Ah oui, beaucoup, beaucoup de hasard. J'ai toujours beaucoup voyagé avec mes parents. J'ai fait mon premier gros road trip, c'est un tour de, je crois, 8 pays d'Europe de l'Est. J'avais 16 ans. Une de mes meilleures amies en avait 17.
mais elle était autrichienne et en Autriche, à 17 ans, tu avais le permis à l'époque, je crois. Donc, on est parti faire tout ce tour-là, donc quand même très jeune. Et bon, j'ai adoré, ça c'est sûr. Je pense que c'est le premier vrai. Et oui, voyage. Le rêve de petite fille, c'est reporter au National Geographic, comme plein de gens. C'est très, oui, c'est très typique, mais non, j'ai fait des études normales, donc ça en rapide. Enfin, un bac, un BTS achat immobilier, une licence semi-ratée, 2 ans de pause, une licence de nouveau de droit, un master de droit. Et fin du master de droit, j'ai dit, mais là, j'ai juste envie de... Enfin, en fait, je n'ai aucune envie de travailler, aucune envie de travailler normalement, en fait. Je ne supporte pas les horaires de bureau. En fait, je suis très, très chiante au travail aussi. Hein. Je n'aime pas l'autorité. Enfin, bon, bref, fin du master. J'ai une amie, parce que toute seule au début, j'en étais incapable, hein, ça aussi. Hein, parce que tout le monde pense que, mais pas du tout, du tout. Je n'étais incapable, je ne parlais absolument pas anglais, mais rien. Et une amie me dit, allez, viens, on va faire, on bouge, on va à Hawaï. Improbable. Donc ça, c'est Hawaï, un voyage de 3 mois. En fait, c'est devenu le premier tour du monde, ce qui n'était absolument pas prévu. Et là, c'est une révélation. Donc, on est parti. Donc, tout le premier tour du monde est composé essentiellement de volontariat dans des fermes, parce qu'on était pauvres. Enfin, non, sortie d'études, quoi. Mais j'ai toujours gagné beaucoup d'argent parce que j'ai toujours fait énormément d'extra en restauration, toujours. Donc ça, c'était bien. Mais oui, premier tour du monde, volontariat. Deuxième tour du monde, beaucoup plus d'argent, donc basé sur les treks et des centres de soins pour animaux sauvages. Donc ça, c'est bon résumé. Donc ça fait 3. Retour 2 ans au Canada. Au total, là, on est sur un 6 ans sans appartement. C'est actuellement aujourd'hui le premier bail que je signe demain en France après 6 ans nomade parce que j'ai jamais signé un logement. Voilà. Et alors, je vais revenir un petit peu en arrière pour essayer de comprendre, tu vois, comment ça a fonctionné pour toi. Déjà, les études que tu as fait, est-ce que c'était des études complètement par défaut ou à la base, tu disais quand même, bon, allez, je vais faire ça, peut-être je vais devenir avocat, juriste, j'en sais rien. Est-ce qu'il y avait une volonté derrière ou c'était juste, bon, je fais ça parce que mes parents veulent que je fasse des études? C'est totalement le cas pour déjà le BTS, mais j'ai pas du tout aimé. Mais jadis, je voulais... Bon, mes parents, je pense qu'ils ont eu raison, mais moi, je voulais être... ça s'appelle comment parce que je suis de Poitiers et on a un gros centre de formation pour les métiers du cheval. C'est un nom, mais en fait, oui, je voulais juste pas du tout faire d'études. J'aurais même été palefrenière pour pas aller en cours. Mais bon, là, pour le coup, mes parents, ils ont quand même bien fait. Hein. Dire non, fais des études un minimum. Mais bon, je pense que le BTS servait à rien. La première licence à rien non plus. Il a fallu que j'ai 2 ans de pause. Donc là, on parle de 19 à 21 où j'ai fait des grosses saisons, Courchevel, la Corse, Courchevel, Saint-Tropez, où j'ai gagné beaucoup d'argent et où là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, sinon, tout était trop tôt parce que je ne sais jamais ce que je veux faire. Et le droit, j'ai quand même toujours aimé. Mais le problème, même si j'essaie de ne pas trop écouter les profs en général, bah, ils m'ont quand même toujours dit que j'arriverais jamais, donc ça reste dans un petit coin de ta tête. Et parce que j'étais pas bonne, j'étais toujours très limite. Mais ma seule qualité, c'est une extrême mémoire. Pour faire du droit, il faut pas avoir fait. Enfin, c'est pas compliqué le droit en soi, vraiment. Et je savais que j'allais y arriver. J'en étais sûre. C'était comme ça. Je disais non, mais j'irai en droit. Donc j'ai d'ailleurs postulé dans toutes les facs de France, mais toutes. Donc avec un parcours scolaire un peu limite et un sale caractère, parce que ça a toujours été ce qui était revenu, je n'ai été acceptée nulle part, sauf en Corse, d'ailleurs. Il y a une fac en Corse, voilà. Et encore une fois, c'est juste une immense chance. Le doyen de l'université
Euh, il avait comme par hasard une maison de vacances là où je faisais ma saison d'été à ce moment-là. Et sur mon CV, je mets toujours l'endroit où je vais potentiellement travailler après, ou je pense que c'était ça. Et il l'a vu et il est venu directement me voir. Il est venu boire un café, je l'ai servi. Et il m'a dit, vous avez du culot d'oser donner un dossier d'inscription pour une fac de droit avec votre dossier. Je fais, oui, mais c'est pas grave, j'ai rien à perdre. Et il a trouvé ça drôle. Enfin, on a discuté 30 minutes et il a dit, bon, bah allez, j'aime bien les gens originaux, vous ferez du droit chez moi. C'est n'importe quoi. Conclusion, j'ai quand même eu un master de droit haut la main et j'en étais sûre. Mais voilà, c'est faut toujours s'écouter. Ok, et juste avant ça, donc tu disais tu as eu 2 ans de pause. Et qu'est-ce que tu faisais? Tu disais tu faisais les saisons, c'est-à-dire... J'ai toujours été serveuse de barmaid. D'accord, ok. Et donc avec ça, tu as pu financer après les voyages que tu as fait, donc une fois ton master terminé. Toutes mes études, bon, enfin en soi évidemment la fac c'est gratuit, mais habiter à Nice c'est 640 € les 16 mètres carrés. Et, et toute ma vie, oui. Oui, je gagnais quand même bien. Donc, premier tour du monde, pour être exact, 11 000 €. Et le deuxième, parce que ça, c'est toujours les questions type aussi. Le deuxième tour du monde, 12 000. Et 11 000 €, donc tu les avais déjà avant de partir, hein? Oui, à Nice, en master. Bon, j'étais en alternance, mais je travaillais dans un bar le soir et dans un magasin de chaussures aussi. C'était. Ah bah bien sûr, évidemment, faut ne jamais compter ses heures dans ce type de période, mais ouais. Ah ouais, parce que du coup, tu étais en alternance, donc tu allais à la fois à la fac, plus tu travaillais dans une entreprise, et en plus de ça, tu faisais, j'en sais rien, un soir et week-end dans un bar ou un café, c'est ça? C'est ça, exact. Tu as un jour de cours par semaine, 3 jours chez les avocats. En fait, c'était 7 sur 7. 3 jours, c'était batte à chaussures, l'entreprise. J'étais à 25 heures. Et jeudi, vendredi, samedi, soir, c'était 21 h, 2 heures du matin dans un bar. Waouh! Ok. Mais ça permet de donner un petit peu des références parce qu'on se dit waouh, 11 000 € pour juste, enfin, les avoir juste avant de partir en tour du monde, c'est génial. Mais tu as quand même bossé hyper dur pour avoir cet argent-là, quoi, de côté. Totalement. Il fallait que je mette de toute façon 1 000 € de côté par mois, sachant que la vie à Nice était chère, mais tout a été toujours comme ça. Si vraiment je me fixe une période où là je veux vraiment beaucoup d'argent, mais après je ne fais rien. Je ne fais rien d'autre, mais après, ouais, là-dessus, le mental, j'allais même pas boire un verre, même pas aller au resto. Je me disais, c'est pas grave, ça va être 6 mois de ta vie, ou souvent c'est moins long, c'est 4 mois, mais intensif. Quand je suis rentrée du deuxième tour du monde, je savais que j'allais au Canada. Je l'ai appris pendant le deuxième tour du monde. Donc, j'avais plus d'argent en rentrant parce qu'à chaque fois, c'est limite niveau sous. Et je suis rentrée 4 mois. Je me suis dit, allez, en 4 mois, coup de collier et tu veux au moins avoir 6 000 € net. Et après, voilà, ça, c'est là le mental là-dessus. Et j'avais au moins 6 000 € pour repartir. C'était pas énorme, mais voilà, j'avais envie que ce soit rapide. Ok. Et ce mental, ce mental, tu penses que c'est quelque chose, c'est ton caractère et tu l'as toujours eu, ou c'est quelque chose que tu as développé avec, voilà, un objectif et tu fais tout pour l'atteindre? Est-ce que, tu vois, tu l'as appris ou bien tu penses que ça faisait partie de ton caractère? Inné, je suis la vraie. Je viens vraiment d'une famille de commerçants où tout le monde travaille comme ça. Enfin, c'est vraiment mon éducation. Je pense purement simplement. Donc tu voyais tes parents qui travaillaient déjà très dur comme ça avec des heures pas possibles et ça t'a... Oui, toute ma famille, si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir, mais tu te bouges le cul. Après, ma sœur n'est pas du tout comme ça, mais elle n'a pas été élevée comme ça, d'ailleurs. Mais oui, oui, c'est. Et puis, enfin, moi, j'y crois beaucoup, mais je suis la vraie vierge, tous les critères possibles. Enfin, je suis vraiment.
limite pas drôle, hein, très carré, très déterminé. Enfin, quand je me fais mes petites, je suis obsédée par les to-do list ou quand je me mets mes objectifs papier. Si je mets un objectif au papier, mais c'est sûr et certain que je vais l'atteindre par tous les moyens, mais pas de distraction, Ouais, je suis un petit peu folle. D'ailleurs, la saison pour ma grosse saison juste avant le deuxième tour du monde, mon patron était là, mais t'es tellement pas drôle, mais viens boire un coup après. Ou j'avais 2 boulots. Enfin là, vraiment pareil, j'étais très, très, très. Je pense que les 12 000 euros, c'était un record. Je les ai eu en un temps vraiment record, mais parce que je travaillais beaucoup trop. Il me disait, mais je comprends pas, c'est pas possible, Maëlle, d'être comme ça. Là, c'est pas drôle, même que tu gâches ton été. Mais je gâche pas mon. J'arrivais pas à lui expliquer. Je ne sais pas vraiment gâcher un été. Déjà, c'est un été. Enfin, j'habite à la mer. J'arrive toujours à trouver un moyen parce que du coup, je suis très ordonnée, même si je travaille beaucoup. Et 6 mois plus tard, je lui ai fait sa vidéo d'anniversaire à ce patron. J'étais en Bolivie sur un rooftop. Et, et, et en répondant, il m'a dit, mais en fait, c'est impressionnant comme... En fait, tu avais raison. Il me dit, si tu étais venu tous les soirs avec nous, ce que tous les autres employés faisaient, ils dépensaient 40 euros tous les soirs. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et non, en fait, c'est pas possible. Moi, c'était... Si dans ma tête, j'étais carrée, c'était pas possible et j'aurais été fatiguée pour l'autre boulot. Enfin, voilà, cercle vicieux, mais il hallucinait que j'arrive à rester comme ça et pas les suivre ou bah non. Ok, excellent. Donc ça lui a permis d'avoir une petite remise en question de quand on a un objectif, on fait tout pour y arriver. Ah ouais, c'était vraiment drôle. Ouais. Il a dit, putain, en fait, t'as raison. Ah, mais c'est bien, et puis c'est vrai que tu as tout à fait raison, hein. On dit, c'est souvent incompris ce côté, mais pourquoi tu viens pas boire avec nous? C'est ça le fun de la vie. Mais en réalité, pas forcément. Si ton fun à toi, c'est de voyager et que tu mets tout en place pour y arriver, ben voilà, ça met un peu un gros coup de pied dans la fourmilière de ben non, moi mon fun, c'est pas d'aller boire des coups et de perdre mon argent, c'est d'utiliser ça pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Et du coup, est-ce que tu avais justement calibré, donc avant ton premier tour du monde, tu avais 11 000 euros. Est-ce que tu t'étais dit, ok, je travaille jusqu'à avoir tant et ensuite je pars en tour du monde? Non, le premier tour du monde, pour le coup, c'est pas du tout. Pas du tout prévu. Quand, du coup, Anaïs m'a dit, allez Maëlle, viens, on bouge. C'est vrai que j'avais ces sous-là sur mon compte, mais non, j'y avais absolument pas pensé. Et en plus, on devait juste partir 3 mois et rentrer. Donc, c'est moi une fois parti, clac, déclenchement, et j'ai continué. Donc, c'est vrai que celui-ci, il n'était pas bien prévu, mais ça m'a permis de voir pour le deuxième combien il me fallait et que j'avais bien géré le premier, quoi. Ok, et alors du coup, ben maintenant je vais te demander la question que j'imagine tout le monde se pose. Mais où est-ce que vous êtes allé? Alors, c'était quoi ton parcours tour du monde, le premier? Premier stop à Hawaï, vous y êtes resté combien de temps? Donc, Hawaï, 1 mois et demi. Donc, du coup, on est parti en Woofing, WOOFING, donc World Opportunity Organic Farm. C'est la meilleure, parce que ça aussi, j'en ai marre de l'entendre. On peut être étudiant, on peut pas avoir trop de sous et partir, mais voyager partout. Là, évidemment, comme ça, 11 000 euros, c'est beaucoup, mais parce que j'ai décidé de le faire à Hawaï. Mais on peut très bien aller en Grèce et le billet d'avion, il n'est pas compliqué, et faire du volontariat. Parce que là, le premier tour du monde, c'est 1 an et demi. Avec 11 000 euros, c'est quand même peu officiellement, quand on réfléchit. C'est peu, hein. Voilà, c'est ça, pardon, qu'il faut aussi remettre dans le contexte. C'est sûr que j'ai dépensé 3/4 dans les billets d'avion, mais j'aurais pu rester à la maison et voilà. Donc, le woofing, c'est la bonne méthode pour voyager sans argent. De toute façon, c'est vrai. Donc, en plus, on va dire, oh, mais vous êtes des filles. Non, non, ça n'aide pas spécialement plus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de manuels. Le principe, c'est de faire du bénévolat dans des fermes, nourri, logé, 5 jours semaine, 4 heures par jour. Enfin, c'est vraiment, vraiment cool. Et ouais, c'est un site mondial. Donc, nous, en plus, on s'est emballé à partir à Hawaï sans parler anglais. Déjà là, mais vraiment sans un mot. Déjà là, c'est quand même très compliqué. Bon, on choisit toujours
plutôt des lieux avec des chevaux, parce que pour le coup, c'est des chevaux que j'aime beaucoup. Mais on a fait aussi des vergers. Mais c'est vraiment, enfin, moi, ça, mais je le recommande. Limite, pour moi, il faudrait qu'à la fin d'un bac, chaque jeune parte 1 an, mais même si c'est à côté, faire du woofing. Mais vraiment, mais je le dis, je ne sais pas combien de personnes ont dû faire du woofing à cause de moi, mais je le dis à tellement de parents. Je dis, mais c'est tellement bien. Aller faire des expériences partout chez des gens, mais c'est génial. Et bon, pour le coup, toi, tu le sais aussi, mais tout ce qui est Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada, c'est quand même c'est des pays où ils sont un peu plus habitués en plus au système. Donc, on est toujours bien tombé. C'était génial. On n'était pas des employés. Bon, comparé, bon, j'en ai fait un peu en France, mais là-bas, on n'y est pas pour être un employé. Ils n'ont pas besoin de nous. C'est juste pour leur plaisir. C'est vraiment leur plaisir à eux de nous accueillir parce qu'on leur coûte plus cher que ce qu'on leur rapporte. Hein. Et ça m'a permis de visiter des îles à Hawaï qu'en touriste, personne n'aurait visité comme ça. Parce qu'ils nous promènent en voiture, parce qu'on a avec des locaux, parce qu'ils ont aussi des bateaux où ils connaissent du monde. Ils sont tellement contents. Donc non, c'est vraiment cool. Donc Hawaï comme ça 1 mois et demi, Californie 1 mois et demi, woofing. Après, c'est un tour du monde qui n'a pas trop de sens. C'est que des petits morceaux, le premier. Canada, 3 mois, dans un gros ranch de western d'ailleurs. Après, ça se passe pas toujours très très bien. Celui-ci, c'était... Alors, même si ça s'est mal passé, je suis restée très longtemps. Mais lui, oui, c'était de l'orgueil. Qu'est-ce qui s'est mal passé chez eux? J'aimais pas du tout la mentalité. Enfin, après, très western, très dur. Mais j'ai craqué sur un cheval et j'ai voulu rester, mais c'était très spécial. Mais c'est ça qui est bien aussi. Hein. C'est le Canada, conservateur, très dur. Bon, bah, c'est pas grave, je l'ai fait. J'ai même fait du sirop d'érable dans un woofing. Je suis repartie où pour celui-là? J'ai été en Grèce, au Maroc. J'ai fait vraiment l'Écosse, enfin un grand tour du Royaume-Uni. Je suis repartie en avion, j'ai été jusqu'à Séoul. Voilà, celui-ci, j'avoue, ça n'a aucun sens. Celui-ci n'a pas trop de sens. Mais voilà, celui-ci n'avait pas trop de sens quand même, de tour. Parce qu'après le woofing, bah, j'envoyais des demandes, puis au fur et à mesure, ah bah allez, gauche, droite, pourquoi pas. D'accord. Donc en fait, tu organisais pas tes voyages à l'avance. C'était plutôt, tu envoies des demandes, tu vois où est-ce que tu es prise. Et est-ce que dans le woofing, il y a des durées limitées? C'est-à-dire, est-ce que c'est, tu sais par avance, ok, tu vas être 3 mois sur ce lieu-là ou 6 mois? Est-ce que tu connais par avance? Eux, ils ont des préférences et après, tu vois avec eux. Il y a des personnes par rapport au boulot. Je pense que le Canada, pour les chevaux, le ranch, c'était minimum 1 mois parce que c'est pas. Il y a des boulots, tu peux pas y rester une semaine. Tu n'as rien appris en une semaine. Donc oui, ils donnent des fourchettes, mais après, tu définis avec eux. Oui, non, c'est bien. Mais voilà, c'était par rapport aux réponses que je me reprenais un billet d'avion. Donc, ce premier tour du monde, il est très fouillis. Mais c'est pas prévu. Donc, c'est pour ça. Ok, donc ça partait un petit peu dans tous les sens, au gré du vent, au gré des réponses. Et est-ce que tu as fait tout ce woofing toute seule ou donc tu as commencé avec une amie à toi? Est-ce qu'après tu étais toute seule? J'ai commencé les 3 premiers mois, en fait. J'ai juste fait les 3 premiers mois avec, du coup, Anaïs. Et après, j'étais toute seule. Et j'ai fait des woofings en France, d'ailleurs. Et en Suisse, dans ce tour du monde-là, j'en ai quand même fait 3 en France. Donc, la preuve, il y en a en France. C'est pas la même mentalité, quand même. Et un en Suisse, ouais. Mais c'était une petite pause en France. C'était cool. Donc, d'ailleurs, il y en a beaucoup. Hein. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus, tu vois, quand tu dis en France, c'était pas tout à fait pareil la mentalité ou le type de woofing, en quoi c'était différent et qu'est-ce qui était mieux ou moins bien? Bah, en France, on remplace presque un employé, c'est tout. Et en France, on prend pas un woofer pour le promener toute la journée. Ou en France, il faut qu'il nous rapporte quelque chose. Mais ce qui est presque logique. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne beaucoup moins de notre mentalité, mais
ouais, c'est pas pareil. Ou comme un bon stagiaire, on va dire, qu'on est pris. Après ce tour du monde, tu es revenu en France. Et qu'est-ce que tu as fait en France? Une saison, une, pour le deuxième tour du monde, là, il allait être beaucoup plus coriace, oui. Donc, double saison, ce que j'appelle, donc 2 boulots, c'est pas très compliqué. C'est un CDD dans la mode à Nice. Jamais j'avais fait ça de ma vie, mais c'est pas grave, hein, on essaye. Comment tu as pu avoir un boulot dans la mode à Nice quand tu reviens d'1 an et demi de tour du monde où j'imagine que la mode, c'est peut-être le dernier de tes soucis? Comment tu as fait? Insta. Une photo Insta. Une photo Insta où, bon là c'est la partie drôle, où je pense qu'une marque qui est à Nice m'envoie un message et alors, toujours pareil, hein, on ne perd rien dans la vie. Je dis, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je peux venir vous faire des photos en maillot de bain. Improbable. Et j'ai fait une campagne de maillot de bain pour eux. Et là, ils m'ont dit, mais est-ce que ça te dirait de travailler au SAV? Pourquoi pas? C'est très bien. Allez, 1 mois de SAV. Donc ça. Donc mon CV, il est long comme 2 bras. Hein, donc ça, c'est sûr que... Et puis en fait, il faut dire oui. Mais je me suis dit, mais ok, c'est pas grave. On essaye. Mais après, voilà, la restauration, c'est juste, je déteste ça, mais ça paye très, très bien. Donc, on ne va pas se mentir. Hein. Restauration après, 2 boulots cumulés. Et là, les 12 000 euros, je pense que je les ai eus en 5 mois. Même pas. C'était vraiment énorme. Ok, d'accord. Et donc ensuite, service après-vente, ça consistait en quoi ce travail? Répondre au téléphone? Oui, répondre au téléphone des personnes, mais tu sais, c'est une entreprise de vêtements uniquement en ligne où, ça c'est vraiment insupportable d'ailleurs, où les gens commandent, mais c'est que des précommandes, parce qu'il faut attendre un certain volume pour pouvoir faire comment on dit, pour que les vêtements arrivent. En fait, on n'avait aucun stock. C'est insupportable ça. Enfin, c'est insupportable. Disons qu'à notre échelle, en fait, les gens ils ne voyaient pas qu'en mettant commandé, l'article allait être envoyé dans 3 semaines, par exemple. C'est un nom, ce type de vente. C'est un peu comme vente privée, mais en fait, les gens, du coup, mais c'était du matin au soir qu'ils appelaient en hurlant. Enfin, c'était marrant. Je me suis dit, allez, j'avais jamais travaillé avec un téléphone, enfin, entre guillemets, là. Et là, c'était vraiment typiquement des emails et du téléphone toute la journée. Mais pourquoi pas? C'était dans un showroom de mode et je voyais quand même des mannequins toute la journée. C'était sympa. Voilà. Ok. Et comment ça s'est passé ton retour donc mentalement ou émotionnellement quand tu reviens en France? Souvent, forcément, en voyageant, on rencontre beaucoup de gens et je vois beaucoup de gens qui dépriment quand ils reviennent en France et notamment dans la communauté des expatriés aussi. Comment ça s'est passé pour toi? Tu savais à ce moment-là que tu allais repartir pour ton deuxième tour du monde et tu t'es dit, voilà, je me mets à fond, je fais la saison et je repars? Ou bien tu t'es dit, non, on verra bien, je vais revenir en France. Quel a été ton état d'esprit et ton état émotionnel à ce moment-là? Le premier tour du monde, je suis rentrée, j'étais très très bien psychologiquement. En effet, je savais que je repartais. Enfin, je suis rentrée en mai, je repartais en novembre. Donc j'étais... Non, là, j'étais vraiment bien. Objectif argent. En plus, j'ai réussi un petit peu bouger, hein, je dirais. Mais non, j'étais vraiment bien. Alors que, d'ailleurs, le deuxième tour du monde, j'ai fait un burn-out. Donc, voilà. Ok, tu as fait un burn-out pendant le tour du monde. Ouais, vers la fin du deuxième. Très égocentrique. Mais oui, deuxième tour du monde, j'ai fait le vrai burn-out de trop de voyages. Bon, ça paraît horrible, mais c'est réel. Et de trop de... Je pense trop de culture. J'ai mal fini au niveau des pays. Mal, c'est-à-dire pas des pays que j'ai aimés. Bon, je ne savais pas, hein, donc en même temps. Et je crois que je n'en pouvais plus. Point. Parce qu'évidemment, pour tout le monde, c'est des vacances, mais on sait très bien qu'un road trip, c'est jamais des vacances. Et là, c'était beaucoup, beaucoup trop. Et dans les expériences, oui, c'était dur. Mais d'ailleurs,
pour le deuxième tour du monde, on était deux, enfin, pas sur tous les pays, et elle a fait le même burn-out que moi. Donc, je me dis, bon. Et du coup, quand vous repartez où? Et justement, est-ce qu'on peut faire un petit peu la chronologie pour voir où est-ce que ça a merdé, où est-ce que ça a explosé? Donc, après le premier tour du monde, grosse saison, beaucoup d'argent, donc les 12 000 euros. Donc, on repart au deuxième tour du monde avec Anaïs, la même personne qu'au début, que pour le premier. Et là c'est différent. Donc là, déjà, c'est sportif. On est arrivé à Buenos Aires, on a traversé jusqu'à Ushuaia en bus, en stop, en tout ce qui est possible. Et ça a été au début que de la randonnée. Et là, on est remonté toute l'Argentine. Tout ça paraît sympa, mais c'est 182 heures de bus et des vols internes. C'est beaucoup trop long. Et on a fait tous les pays après, le Chili, la Bolivie, la Colombie. À chaque fois, c'est un mois. Donc là, c'est de la rando à mort. Dans des pays d'ailleurs où, petit aparté, parce que quand on est végétarien, on ne mange rien. On ne mange rien. Bon, déjà, je pense que là, ça s'accumule. Moi, j'ai perdu 5 kilos en un temps record. Donc, bon, ça, c'est les aléas déjà, là, c'est vrai, hein, si ça y joue beaucoup. L'Amérique du Sud, non, c'était bien, mais voilà, c'était extrêmement sportif. On est arrivé en Bolivie, et là, donc là, c'est pour ça qu'on cumulait parce que ça coûte évidemment très, très cher. D'ailleurs, l'Argentine, c'est excessivement cher, juste pour aller faire des randos. Chaque parc national est en moyenne à 20-25 dollars US l'entrée. Donc, les sommes sont astronomiques, hein. On dépense 2000 euros en étant en toile de tente. En un mois, on n'a même pas vu passer du tout l'argent, ça c'est vrai. Donc, on décide de faire. Donc, quand c'est comme ça, on fait des petites pauses. Donc, en Bolivie, on était en Amazonie, dans un centre de soins pour animaux sauvages. Là, je pense que ça commence le mental parce que le point faible, c'est les animaux. Et là, on est dans les plus gros pays de trafic d'animaux possibles. Donc là, on a vu beaucoup trop de choses négatives, je pense. Je pense que là, ça a commencé pour nos petits cerveaux. Après, c'est reparti en road trip. Donc, je pense que je suis arrivée à Los Angeles. Ça faisait 6 mois qu'on était en Amérique du Sud, qui, au final, n'est vraiment pas, je pense, c'était pas mon style de pays, ni de mentalité. Mais voilà, après 6 mois, on peut commencer à se donner un avis. Et je me dis, bah, c'est bien, mais je pense que j'y retournerai pas. Et puis, c'était dur quand même, quoi. La Colombie aussi, bah, j'étais toute seule. Donc, bon, je sais qu'il y a Évidemment, la Colombie, ça peut être chaud. Après, à 21h, je sortais plus toute seule. Mais cette mentalité, voilà. Là, je me suis dit, OK, c'est vraiment pas moi. C'est trop. Les hommes, ils sont obligés de tout toucher les cheveux, le cou dans la rue. Oh là 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 là. Justement, je voulais te demander, tu vois, quand tu dis que tu étais toute seule en Colombie, une jolie jeune fille blonde, ça doit attirer le regard. Et effectivement, on n'a pas du tout les mêmes standards en termes de respect de la femme dans ces pays ou dans d'autres. Oui. Hein. Et du coup, comment tu as fait pour gérer? Est-ce que tu étais préparée à ça ou est-ce que c'était une surprise? Et est-ce que tu as fait des choses pour éviter de te retrouver dans des situations dangereuses en fait? Bah alors, d'ailleurs, de tous les autres pays que j'ai cités, il n'y en a aucun, Argentine, Chili, Bolivie. Je pense qu'il peut vraiment rien nous arriver, très franchement. Au contraire, on est le blanc européen avec de l'argent, mais intouchable. Parce que c'est trop dangereux pour eux, on va dire. Donc ça, j'avoue, déjà, là, aucun problème. Parce que, pareil, il y en a qui ont un peu des idées, mais alors pas du tout, du tout, du tout. La Bolivie, d'ailleurs, c'est impossible qu'il nous arrive quelque chose. On l'a bien vu. Mais la Colombie, je m'en doutais. En fait, le problème, c'est juste ce côté mis à mort. Bon, ben voilà, c'est des Colombiens. Juste dans la rue à 10h le matin, ils sont contents. Évidemment, il n'y a aucun respect de la femme, mais plus entre eux, quoi. Enfin, je sais que les Colombiennes, pour elles, c'était vraiment dangereux. Elles nous disaient que c'était beaucoup moins dangereux pour nous en tant que touristes. J'ai pas, moi, très franchement, justement, toute seule, à 21h, je sortais plus, quoi. Voilà, je me disais, bah, non, j'allais pas au devant non plus. Mais ça, c'est cette mentalité, ouais, faut aimer, quoi.
Non, mais il y en a, ça les dérange. Enfin, je sais pas, ça les dérange pas trop, mais moi, j'aime rien de tout ça. Comme le Maroc, d'ailleurs. Hein. Le Maroc, toute seule, c'était insupportable. Hein. Franchement. Ok, mais je comprends tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'après, c'est très personnel. Certaines femmes ont plus de tolérance peut-être par rapport à ça. Je pense que quand on en vient à quelque chose de physique, tu vois, comme tu dis, te faire toucher les cheveux ou attraper pour t'emmener quelque part, c'est quand même pas forcément très joyeux et potentiellement extrêmement dangereux. Donc, je pense que pour nous, Européens, ouais, c'est vraiment une attaque. Mais écoute, je le vois ici en Indonésie. Alors, pas qu'il soit agressif dans le sens, tu vois, ils vont te toucher ou quoi. Mais par contre, alors te regarder, te faire des commentaires, ça oui. Après, je vais vraiment dans ça dépend où tu vas. Je vais dans des endroits où vraiment on voit pas de blanc, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose. Et il y a des gens qui supportent pas. Moi, rien qu'aller courir en short et en t-shirt, déjà c'est pas un truc que les femmes font ici. Donc, pourtant, je suis dans une ville, la plus grosse ville de Sumatra. Donc, tu vois, c'est un petit peu plus développé. Mais clairement, quand je vais dans les zones vraiment, vraiment reculées, où les gens me voient courir, ils hallucinent. Après, j'ai jamais vraiment eu de choses déplacées. Par contre, voilà, nous, on fait super gaffe. C'était pareil en Afrique. Hein. En gros, les règles qu'on suivait, c'était ne jamais, une fois qu'il fait noir, si possible, pas prendre la route. Donc, il y avait un côté sécurité parce que j'imagine en Amérique du Sud, c'est un peu la même chose. Au niveau sécurité, dans les trajets, c'est chaud. Les gens ne conduisent pas comme en Europe. Hein, c'est pas bien organisé, c'est la jungle. Du coup, il vaut mieux éviter pour éviter d'avoir un accident. En plus, c'est là où, en général, tout ce qui est enlèvement ou essayer de voler l'argent, bon, ben, c'est là que ça arrive. Donc, éviter ça, ne pas prendre taxi dans la rue. Oui. Après quoi d'autre? Et après éviter tout ce qui est foule. Dès qu'il y a une foule qui se forme quelque part, partir le plus loin possible, le plus rapidement possible. Après nous, comme je travaille pour une entreprise, il y avait aussi les jours et lendemains de paye. Donc chaque mois, c'est organisé. Il faut rester chez soi. On va pas se balader parce qu'en général... J'avais jamais pensé à ça. Ouais, ben, en général, c'est là où en fait va y avoir beaucoup de dépenses en alcool pour fêter le fait qu'on vient d'avoir le loyer. Donc la moitié du loyer, voire plus, part dans l'alcool pour fêter ça. Et du coup, forcément, quand il y a de l'alcool, il y a des comportements un peu dangereux qui peuvent arriver après. Donc ça, c'était en gros les règles de base en tant qu'expatrié dans les pays où je vais. Voilà, c'était ça les règles de base. Ah, mais d'ailleurs, oui, je ne suis jamais sortie dans les bars ou jamais. En fait, l'alcool, ça c'est vrai aussi, je me dis, jamais tu seras sous dans un pays étranger. Enfin, sous. Jamais un petit peu alcoolisé. Ça, c'est vrai aussi, tu as raison. Ouais, tout à fait. C'est, oui, très bonne, très bonne recommandation. Absolument, éviter ça. Et ok, donc là, tu as fait toute l'Amérique du Sud. Donc forcément, tu étais crevé par le type de pays parce que mine de rien, ça fatigue. Cette fatigue émotionnelle, enfin moi je vois, j'ai une tolérance, ma tolérance diminue. Dès que je reviens de vacances ou quoi, je reviens en Indonésie ou en Afrique, quand on était en Afrique, tu vois, ça va. Je dis, ah oui, mais bon voilà, c'est le style africain, c'est le style indonésien, c'est comme ça. Je suis un invité dans ce pays, donc voilà. Mais 6 mois plus tard, ma tolérance, elle est vachement plus basse. Au lieu d'avoir les comportements que tu vois tous les jours, au lieu de se dire, bon ben voilà, c'est comme ça ici, ça me saoule. Mais ça me saoule vraiment. Et je suis du style à pouvoir à un moment donné vraiment m'énerver. Et ça m'est arrivé de voir rouge 1 ou 2 fois. Où après, je me dis, mais t'es complètement débile Fanny, mais c'était juste idiot ce que tu as fait. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça quand on voit que son niveau de tolérance il diminue. Essayer de se rappeler, bon voilà, il faut éviter de se mettre dans des situations comme ça quoi. Il faut ignorer et voilà, aller vers des zones où il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider éventuellement si cette personne-là devient un problème quoi. Ça c'est drôle. Non mais t'as tellement raison, mais ça marche. Putain, c'est excellent. Dans les pays aussi, je ne pouvais, je pense, plus voir les Américains du Sud en peinture, mais juste leur langue. Non, mais en fait, ça c'est exactement ce que tu dis. Juste l'espagnol finissait par nous sortir par les yeux. Donc non, à un moment donné, en fait, enfin,
je ne les supportais plus, mais c'est pas de leur faute. Non, c'est toi la blanche conquérante insupportable qui veut amener ton propre rythme. Mais voilà. Bah écoute, c'est très intéressant. J'ai eu la même chose, évidemment. Hein, je veux dire, je pense que dans tous les pays qui sont entre guillemets en voie de développement ou pas du tout au même niveau que les pays riches, d'où on vient, où on a un certain style de vie, mais aussi style de vie. Je parle de voilà le temps, il faut être à l'heure ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Le temps a une dimension complètement différente. Il y avait une phrase qu'on m'a dit quand je suis arrivée en Afrique. Et je la trouve très belle, cette phrase. C'est l'homme blanc a la montre, mais l'homme noir a le temps. Et je la trouve magnifique, cette phrase, parce que tu sais, t'es là, ah ouais, tu vois, parce que ça arrive plein de fois, que ce soit en Afrique ou en Indonésie, bah, ta voiture, elle rend l'âme et t'es au milieu de nulle part. Et ça m'est déjà arrivé et j'étais mais ok, bon, allez, on appelle qui? Enfin, tu sais, genre, tu prends des actions, ok, boum, 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 tu sais, avec ta mentalité, quoi. Il y a un problème, on va réparer le problème et on va repartir pour avancer, quoi. Et en fait, les gens, ils se disent, ah ouais, non, mais enfin, voilà, relax, quoi, on va fumer une cigarette ou, enfin, voilà, tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas quand. Et au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, toi, t'en peux plus, t'es là. Mais, enfin, faites quelque chose. Il faut appeler quelqu'un. C'est pas normal. C'est ceci, c'est ça. Ils sont là, non, mais ils vont arriver. Et t'es là, mais comment tu le sais? Tu l'as appelé, il t'a confirmé, machin, bazar. Et en fait, c'est juste de manière différente de faire les choses. Et au final, s'il y a bien une chose que j'ai appris de toute mon expatriation, c'est que c'est pas parce que les deux manières de faire arrivent à un résultat positif. Donc, c'est pas parce que ta manière de faire, elle est différente qu'elle est meilleure. Et ça a été un gros truc que maintenant j'applique dans mon management de tous les jours. Tu sais, quand tu as une équipe à gérer ou quoi, tu vois, tu donnes une tâche à quelqu'un et puis tu es là, mais pourquoi cette personne ne fait pas comme ci, comme ci, comme ça? Tu vois? Et en fait, non, tu laisses faire. C'est pas parce qu'ils font pas à ta manière à toi que ça va pas être efficace. Et c'est vrai qu'il faut être zen hein, avec ça. Et du coup, donc on en était resté à l'Amérique du Sud. Ensuite, tu arrives à Los Angeles, c'est ça? Oui, alors j'adore cette ville, mais personnellement, je ne sais pas pourquoi j'adore cette ville. C'est un carrefour. C'est souvent un carrefour qu'on est un peu obligé de prendre. Enfin, mine de rien, c'est un énorme aéroport. Et 3 jours à Los Angeles, personnellement, ça me fait tellement de bien. En fait, oui, c'est niveau nourriture. Je pense que là, on peut dire que ça fait des mois qu'on n'a pas mangé quelque chose de pas frit. Ça, tu le sais mieux que moi. Donc, non, en fait, c'est juste qu'il y a le choix. C'est une ville, quoi. Et une ville que j'aime bien. Enfin, puis j'ai des amis. Enfin, non, c'est... Ouais, j'avoue, je pense que ça fait du bien. Ça, c'est la partie marrante, mais en Amazonie, tous mes vêtements, mon sac à dos, mon téléphone, tout avait pourri à cause de l'humidité, mais tout. Mais avec des grosses taches. Enfin, là j'étais au cœur. Enfin, donc, il faut racheter du matériel. Enfin ce genre de détails bêtes. Mais bon, vive Los Angeles pour ça. Et non, ouais, une pause qui fait du bien, quoi. C'est fou. Je pense que c'est vrai que ce voyage-là, il y avait c'était ça, oui. Tu te dis, ah oui, là, tu es de nouveau dans une civilisation, entre guillemets. En fait, c'est surtout que pour moi, les Américains, enfin, ils sont comme nous. Enfin, là, on est chez nous, quoi. Voilà. En fait, c'est ça. Ça fait vraiment un brut. On venait du Costa Rica, donc c'est censé aller. Mais le Costa Rica, ça reste quand même beaucoup de bidonvilles et de l'espagnol. C'est tout. En fait, il ne faut pas oublier, depuis le début, on ne parle pas espagnol aussi. Du coup, tu as appris l'espagnol sur le tas. Ah, mais avec un petit livre et tous les jours en train de faire ça. Donc, non, ça aussi. Non, mais ça, après, c'est totalement nous. Et puis ça, c'est bien parce que tout le monde nous dit « Oh mon Dieu, tu dois être trilingue !» Mais pas du tout. C'est pas du tout, du tout. Et là, l'espagnol, c'est des mois à galérer à comprendre. Et ça, tu le sais mieux que moi, mais c'est tellement fatigant. Mais tellement. Personne ne parle anglais. Enfin, là, on va pas au fin fond de la Bolivie, faut pas croire qu'ils vont parler anglais. Hein. Et à travailler, travailler 1 mois en espagnol, non, c'était drôle.
Mais non, ouais, j'avoue, tout ça, ça a été déjà, ouais, c'est déjà un peu dur. Donc, Los Angeles, c'est une belle pause et c'est connu en fait. C'est plutôt, tu arrives en terrain où j'y suis déjà allée, au total, j'y suis allée 3 fois. Ça fait quand même ouais, ça fait du bien de prendre un petit hostel propre où il n'y a pas un cafard long comme ça, parce qu'en Amérique du Sud, il y a des monstres aussi, niveau animaux. Il n'y a pas de migale dans ta botte. Enfin, ça fait du bien quand même. Ouais. Est-ce que, justement, en parlant de ça, est-ce que quand tu étais en Amazonie, tu as eu l'occasion de faire des randos dans la jungle? Parce que donc moi, je vais dans la jungle et dans des endroits super reculés. Et à chaque fois, les gens sont là. Oh, Fanny, ça doit être génial. Mais la jungle, mais c'est horrible, les gars. La jungle, tout est fait pour te tuer. Il n'y a que des insectes, des animaux et des plantes qui sont là pour te tuer, pour prendre ta vie. C'est horrible. Oui. On était vraiment dans un centre de soins, d'ailleurs, génialissime. Pareil, je pense que celui-ci, tout le monde devrait y aller une fois. En plein cœur de l'Amazonie, on avait juste en singe, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en avait 100. Donc, c'était énorme. Il y avait beaucoup d'espèces. Ours, pumas, parce que du coup, la Bolivie est le premier, je crois que c'était ça le terme, je crois que c'est le premier pays d'Amérique du Sud, le numéro 1 du trafic d'animaux, parce qu'ils ont une partie de l'Amazonie. Et la Bolivie, j'ai pas été en Afrique, enfin j'ai été au Maroc, donc bref, ça ne compte pas. Et au Qatar, ou avec des avions, enfin à des escales, pardon, mais j'ai pas été en Afrique. Donc pour moi, le pays le plus pauvre que j'ai fait dans ma vie, c'est la Bolivie. Je pense pas qu'on soit très très loin de l'Afrique, d'après ce que certains m'ont dit, parce qu'on a 200 ans de retard en Bolivie. C'est vraiment extrêmement pauvre. Et donc, évidemment, pour eux, vendre des animaux dans des cages, c'est normal, quoi. Ce que je conçois, hein, tout à fait. Mais ça aussi, ça fait partie des... évidemment, jamais j'aurais insulté un Bolivien, mais tous les jours, au centre de soins, il y a des gens qui arrivaient avec, du coup, les un peu plus riches, qui arrivaient avec des singes attachés avec des longues chaînes. Ils les avaient achetés au marché. Et en fait, ouais, mais vous comprenez, mon singe, il bouffe mon câble d'iPhone, ou donc je vous le laisse, quoi. Bye. Mais en fait, c'était une SPA, voilà, mais d'animaux sauvages, où devant, je me retrouvais face à des personnes où, évidemment, j'ai envie de les égorger, mais de toute façon, c'est pas eux le problème. C'est le pays entier qu'il faudrait rechanger. On n'est pas là pour ça, hélas. C'est pour ça, on y reviendra après pour le droit. Mais en vrai, ça te bouffe de l'intérieur. Parce que sur le coup, tu les détestes, mais c'est comme ça. Tu n'es pas chez toi, encore une fois. Non, tu te tais, tu souris, tu essayes de... Bon, il y avait vraiment quelqu'un qui était là pour ça, hein, qui était médiatrice en espagnol, évidemment, qui essayait de leur dire, mais oui, vous avez vu, c'est pas bien d'avoir un petit puma en laisse pour aller chercher votre fille à l'école. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Donc, essayez de le dire à vos familles. Et ils sont tous là en train de sourire. Oh là là, c'est très, très dur. Je pense que c'est la partie qui, moi, c'est ce qui m'a, et Anaïs, c'est ce qui nous a rongé le cerveau. C'est tous ces centres de soins où tu es face à des personnes où tu te dis, mais jamais ça va changer. On est en 2019 à l'époque. Tu te dis, mais on en est loin, quoi. Par rapport aux animaux, je comprends tout à fait, hein, parce que forcément, les gens qui ont voyagé suffisamment longtemps pour voir l'envers du décor et comment ça se passe dans des pays plus pauvres, c'est malheureusement le cas. J'en suis arrivée à la conclusion que pour la partie animaux, le bien-être animal, c'est un luxe de pays riches et c'est en fait la réflexion du niveau de vie des personnes. Quand tu es dans des pays où les personnes elles sont en mode survie, c'est-à-dire qu'elles doivent tout faire dans la journée pour essayer d'avoir à manger pour le soir, je veux dire, la vie des animaux, ils en ont rien à battre. Et on serait dans la même situation, ça serait pareil pour nous. Tu vois, c'est vraiment un truc... voilà, ça c'est... On ne peut pas prendre soin de quelque chose à côté si nous, on n'a pas un minimum, les fondamentaux. Et en fait, ça, c'est vrai qu'on le prend en pleine tronche et que c'est très difficile à gérer. C'est très, très difficile à gérer. Moi, donc, on a notre chienne ici et les gens ne comprennent pas. Alors, j'ai de la chance parce que comme je travaille ici depuis longtemps, j'ai des amis indonésiens et on peut avoir vraiment des discussions, tu vois, profondes là-dessus. Et c'est vrai que mon collègue me disait encore hier, mais tu vois, Fanny, pour moi, ce que tu fais d'avoir un chien, enfin, je
je comprends pas, c'est pourquoi tu mets de l'argent là-dedans. Enfin, tu vois, c'est vraiment, mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Enfin, pourquoi? Parce que lui, il passe sa vie à travailler pour essayer que ses enfants aient un avenir meilleur. Donc, en gros, c'est vraiment 100 ans en arrière, tu vois? Enfin, donc, on peut pas juger. On peut pas juger avec nos références à nous, en fait, parce que c'est en décalage. C'est pas du tout bon, la référence. Donc, je pense qu'il faut montrer l'exemple. Et après, tu vas avoir des questions. Tu vas avoir aussi voir des évolutions. Depuis qu'on est arrivé ici, donc, personne n'avait de chien ici. Les chiens, il faut savoir en plus qu'on est dans un pays à 90% musulmans. Donc, les chiens sont assez mal perçus. Les chats, ils adorent parce que le chat a été cité dans le Coran, je crois. Donc, les chats, n'importe qui donne à manger aux chats. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les chats pullulent et il y en a plein qui meurent parce qu'il y en a partout. Mais les chiens sont très mal perçus. Et quand on est arrivé ici, on était la seule famille dans le complexe résidentiel à avoir un chien. Et maintenant, mais ça s'est développé un truc de fou. Alors après, c'est certaines communautés qui sont OK avec les chiens. Mais tu vois, ce côté, ah mais en fait, on peut avoir un chien et l'avoir comme animal de compagnie, tu vois. C'était pas du tout un truc qui était inscrit. Donc moi, à chaque fois, je me dis, voilà, tu ne peux pas juger le reste des gens parce qu'on n'a pas les mêmes références. La seule chose que tu peux faire, c'est montrer toi autre chose. Tu vas dire, ben voilà, nous on a un chien, elle est super bien éduquée. Les gens se rendent compte que voilà, c'est vraiment un compagnon, quoi. Que ça peut être bien. Ouais, donc c'est ça la conclusion en fait que j'ai tirée de ces années par rapport aux animaux, parce que c'est vrai que sinon tu pètes un câble, hein. Tu pètes un câble. Mais dans ce tour du monde-là, le truc, c'est à chaque fois, on partait quand la soupape commençait à lâcher, mais c'est exactement ça. Mais à la fin, ça fait une dépression, hein, quand même. Hein. Et donc justement, là on est à Los Angeles, ça allait mieux et vous partez où après? Je rejoins mon ex en Nouvelle-Zélande, road trip. D'abord un road trip de 10 jours en van et après j'ai travaillé en woofing d'ailleurs un peu plus d'un mois. C'était génialissime. Je pourrais retourner demain. J'ai adoré. J'étais dans les vaches laitières parce que oui, vaches laitières. Mais c'était le paradis. On avait des kiwis aussi d'ailleurs. C'était une super famille. Australie, centre de soins pour kangourous koala. Et là, du coup, après, c'est aussi la conclusion, mais c'est bête ce que je vais dire, mais là, je me sens beaucoup mieux. En fait, parce que pour le coup, on est au même niveau. Tu reviens dans des références que tu connais, qui sont familières. Exactement. Et avec lesquelles tu as les codes. Parce que quand on est dans des pays Exactement. Où on n'a pas les codes, on est en décalage sur tout. C'est exact. Et c'est sûr. La langue, évidemment, l'anglais, du coup, c'est mieux, mais c'est surtout, je suis désolée, la Nouvelle-Zélande, c'est à l'autre bout du monde, mais mon Dieu, je me sentais chez moi, quoi. Bon, déjà, la reine, elle est affichée sur le frigo, donc ça va, tu vois. Et non, et tu te sens bien. L'Australie, je n'avais jamais mis les pieds, mais après, je suis très US. Enfin, j'aime beaucoup y aller en tout cas, y aller en vacances. Donc, c'est pareil, on dirait des Américains, personnellement, je trouve. C'est encore un peu plus chill, mais c'est pareil. Donc, ouais, tu te sens en terre connue. Et puis après, là, c'est là où c'est pas ce que j'aurais dû faire, mais bon, bref. Je vais donc ça, c'est marrant. Actuellement, le pire voyage de ma vie, c'est Bali. Ok, mais je comprends tout à fait, ouais. Mais en fait, le problème, c'est pas... Maintenant, j'ai du recul, hein, mais c'est l'enchaînement, je pense, qui est... En fait, c'est en up and down en psychologique. Et là, j'aurais pas dû. Parce que déjà, ça paraît stupide, mais jusqu'à présent, tous les endroits que j'ai faits, j'avais pas tant de monde que ça. Ou je suis en rando, ou dans des centres. Et là, j'arrive, mais l'Indonésie, il y a 350 millions d'habitants, je crois. C'est l'équivalent des États-Unis entiers. Et c'est bête, hein, mais pour moi, il y a une sensation je déteste la foule, de surpeupler, et ça me le fait direct. Je ne sais plus du tout où j'ai été en premier. Et là, je me dis, mais waouh, parce que jusqu'à présent, en vrai, il n'y avait personne. Je m'en suis rendu compte une fois arrivée. Je me suis dit, ah oui, mais tu as vu les pays que j'ai fait, c'est immense. Tu te sens... Ah non, ça n'a rien à voir.
Et là, je me dis, mon Dieu, ok. Bon, après, je me suis fait agresser aussi. Tu vois, ma seule agression dans le monde, à noter, hein, c'est à Bali. Hein. Donc, il n'y a pas de logique. Hein. Il n'y a pas de logique là-dessus. C'était à Bali, c'était où à Bali? C'était pas à Lombok, c'était Bali. C'était Bali. Oui, c'était Bali. J'allais prendre des petits bateaux pour aller sur les îles Gili. Voilà. Ouais. Je me souviens parce que je marchais, le typique, hein, l'agression au couteau, tout s'est très bien passé parce qu'il faut être vraiment motivé pour m'agresser aussi. Mais voilà, tu sais, le genre de truc où c'était le deuxième jour, tu es là, oh là 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 là. Enfin, et puis de nouveau, alors que j'étais bien dans les derniers pays, de nouveau, en fait, le monde, comme tu dis, en scooter, parce que moi, il est venu en scooter. Tous ceux qui te passent à côté et en fait, là, je pense dans ma tête, j'étais plus du tout capable de resupporter ça. Enfin, en fait, j'en avais plus envie. Donc, c'est toujours pareil. Je pense que c'est vraiment ce pays, il est juste mal tombé dans tout ce qui m'est arrivé. Et après, j'ai fait du paddle dans le plastique, j'ai fait des plongées sous-marines, il y avait du plastique partout, ce genre de détails en fait où sur le coup, euh, fatiguée, et là voilà, c'était pas le bon pays au bon moment, et de base, je pense que ce n'est pas du tout mon style de pays. Et ça, par contre, c'est bien, une fois que tu as fait 50 pays, tu peux ça s'appelle vraiment faire la belle, tu peux dire il y a des choses que j'aime pas, mais c'est véridique. Maintenant, mes voyages ne sont plus du tout comme avant. Je vais plus du tout refaire des tours du monde pour voir des pays qui pourraient potentiellement me plaire ou pour voyager bêtement. Non, c'est fini. Maintenant, je sais ce que je veux. Donc voilà, Bali Lombok au total 2 semaines. Et là c'est le coup de grâce. Attends, est-ce que ton agression au couteau quand même, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé un petit peu plus? Parce que c'est vrai que bon, c'est jamais agréable. Et comment tu t'en es sortie et comment ça s'est bien terminé, puisque tu as dit ça s'est bien terminé. Oui, vraiment. J'estime un énorme instinct. Et en fait, on arrivait en bus quelque part et tout le monde devait prendre une espèce de calèche tirée par un cheval, mais qui est à 2 doigts de mourir, pour aller rejoindre, c'était fait exprès, pour qu'on donne 5 euros, là, on va dire, pour rejoindre l'embarcation pour les Gili. Et moi, quand j'ai vu cette calèche, j'ai regardé sur Maps.me, mon meilleur ami de voyage, il y avait 500 mètres. Mais le principe, c'était qu'au moins on te fasse le petit trajet avec cette calèche-là. Moi, j'étais là, je ne monte pas là-dessus, c'est hors de question. Ok, donc tous les autres bons Européens, ils partent comme ça. Moi, je me dis, je marche, mais en partant, en vrai, je savais déjà qu'il allait m'arriver quelque chose. Donc ça, je pense que... Alors là, c'est la petite phrase aussi que j'adore, que je prends on parlera après de mon mentor. En voyage, tu te sens vivant et tu te sens animal. Je pense que tu connais ça, où il y a des choses qui se développent. Et là, je sais qu'en marchant, je me dis, il va m'arriver quelque chose. J'ai un très beau couteau que j'ai en voyage toujours avec moi, que mon père m'a filé. Il est dans un endroit de mon sac, je le prends et je le mets sur le côté sur ma poche, dans ma cuisse, là, dans mon jean, parce que je sais en fait. Parce que je me dis, bon, là, Maëlle, c'est une question de... Je sais pas pourquoi, mais ça, en voyage, des trucs comme ça, déjà, de base, je pense que j'ai le petit truc en plus, mais t'en as tellement en voyage. De toute façon, t'as pas le choix. Des anecdotes, j'en ai des dizaines comme ça, de moments où je me suis sauvé la vie, j'en suis sûre. Enfin, c'est même pas j'en suis sûre, c'est plus que prouvé. Et là, un scooter, 2 scooters, et je me dis, bon, bah, j'attends. 3e scooter qui fait comme toi, qui s'arrête, mais par contre, il me bloque le chemin. Et un autre qui arrive derrière, et en fait, ils me prennent en étau, le 3e. Enfin, là, je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être chiant. Mais après, j'ai vraiment pas du tout peur. En plus, c'est bête, hein, mais ils sont petits. Tu sais, physiquement... non, mais c'est vrai, physiquement, ça me fait pas pareil. Et là, par contre, je suis saoulée. Je sais que je vais gagner. Donc déjà, tu pars bien. Et alors, en plus, ils parlent, mais je ne comprends absolument pas. Ils s'énervent tous les 3 tout seuls. Et tu sais, t'as le premier sac à dos ici, le petit, mais il est mis en premier, et tu as le gros derrière. Donc, ça veut dire que le premier, tu peux pas me l'arracher parce que le derrière, il est accroché.
Donc, j'ai 14 kilos, 15 kilos au total, et il commence à m'arracher le petit sac. En plus, ça fait mal, tout en hurlant. Je suis là, et puis je suis quand même calme, mais je me dis, mec, mais qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Mais là, cette scène, elle est surréaliste. C'est rapide, hein, mais donc ils essaient de m'arracher le sac, ils n'y arrivent pas. Ils me gueulent dessus. Il y en a un qui commence à me parler un peu anglais, il finit par un peu parler français. Je lui dis, je fais, gars, lâche-moi, mais très calmement. Et ça continue à parler. L'autre, il réessaye. Mais non, mais lâche-moi. Deuxième. Il y en a un qui s'énerve encore plus. Il me sort un couteau ridicule, vraiment. Donc, il me le met genre là. Et il continue. Je fais, mais. Et là, je sors le mien. Je fais, mec. Du coup, il y avait un semi-traducteur. Je fais, là, si tu veux jouer, il n'y a pas de souci. Mais me loupe pas. Parce qu'on est au bout du monde. Mais tu peux être sûr que si c'est pas moi là qui te tranche la carotide, mon père viendra. Il te tuera toi, toute ta famille. Et là, mais ça part tout seul. Mais ça part d'un calme parce que je fais, mais vraiment, mais lâche-moi. Mais vraiment, mais je suis calme et je me dis de toute façon, on s'en fiche. Je suis blanche, je suis blonde. Tu te doutes bien que je suis une riche. Tu sais, le petit truc un peu. Tu te doutes bien que je suis surpuissante par rapport à toi. Tu vas faire quoi? Tu vas me tuer là? Et je continue. Je me dis, il y a très peu de mots qui vont comprendre, mais je fais donc dégage. Et là, je le pousse un peu. Je fais sors de ma vue là. Je fais sinon, je te jure, je te crève un œil. Mais voilà. Et c'est très calme. Mais après j'ai fait du droit aussi. C'est pas pour rien que tu sais, tu peux être. C'est très long. C'est lent, mais je ne tremble pas. Je suis pas rouge ou c'est normal. Je fais, mais là, tu me saoules en fait. Ça fait déjà 10 minutes que je suis là. Ça me saoule. Et je sais pas, il y en a un autre, il y a une calèche qui repasse avec des gens qui me voient au loin, parce que je pense qu'on voit pas grand-chose. Il y a un autre scooter qui passe, qui appelle les gars, et on est tous les quatre comme des cons à attendre. Je suis là avec un couteau immense. Et là, ils sont énervés et ils partent. Et je suis là, mais c'est tout. Tout ça pour ça. Tu m'as saoulée pour rien, quoi. Donc, voilà. Nous ne recommandons absolument pas d'essayer de se battre, hein. Mais c'est incroyable. C'est incroyable comme situation. Alors ça m'étonne pas parce que c'est entre guillemets la technique connue en Indonésie, c'est que c'est soit ça, soit ils t'arrachent, tu sais, le porte-monnaie ou le sac que tu as. Faut jamais avoir un sac comme ça facile à arracher quand tu marches le long d'une route ou des choses comme ça. Et voilà, fille seule, ça m'étonne pas du tout. Écoute, chapeau bas pour ton calme. Je pense que c'est effectivement le meilleur moyen de s'en sortir parce que voilà, ces gens-là, ils avaient probablement pas trop. Ils allaient pas te faire du mal, tu vois, mais tu sais jamais, quoi. Tu sais jamais, donc. Mais oui, kudos, Maëlle, bravo. Physiquement, je suis un cadeau du ciel. Lisa, elle est petite, elle est blonde, mais non, c'est pas. Et puis, alors jusqu'à présent, en Amérique du Sud, on a échappé à je ne sais pas combien de petits trucs comme ça. Je sais pas pour là à Bali, quoi. Là, je dis, mais il en est hors de question. Après, parce que là, je me sens bien. Je pense qu'à un moment donné, on est, toujours pareil. Je me sentais pas. Je me suis dit, mais ça va le faire, quoi. Je trouvais pas ça dangereux. Je me suis dit non, ça va le faire. C'est vraiment comme une intimidation à 2 balles. Parce qu'on est au bord d'une route, il ne va pas m'égorger. Pour la petite aparté des choses comme ça, à Hawaï, ça c'est un bon exemple. On a fait du stop. Et pareil, l'instinct. Donc quand on est 2, donc avec Anaïs, le mot d'ordre, c'est quand on a une des 2 qui ne sent pas quelque chose, ça la chiffonne, bêtement, il faut que la deuxième la suive. Donc là, par exemple, on est dans un stop. Alors, on garde toujours nos gros sacs à dos quand on s'assoit à l'arrière. Jamais on s'en sépare. Et il y a 2 jeunes qui nous prennent en stop très hippies, fumeurs de bédo. En même temps, c'est Hawaï, hein, donc c'est normal. Jusque-là, c'est pas grave. Et ils sont sympas. Mais la route, on la suit avec Maps.me. On voit que c'est plus la bonne route par rapport à où on devait aller. Ils commencent à parler, ils nous parlent à nous, mais ils nous regardent beaucoup dans le rétro. Ils se parlent entre eux en hawaïen. Et là, je sens le truc, quoi. Tu sais, ça met du temps, ça commence.
Anaïs, elle n'est pas du tout comme moi. Elle est foncièrement hyper aimable, très un peu naïve. Et elle parle. Et je la vois, enfin, je vois comment aussi il la regarde dans le rétro. Je me dis, mais là, en fait, ça va pas. Mais tiens, c'est fou comment. C'est marrant. Donc, dans ce genre de cas, donc en même temps, je suis là et je fais Anaïs et tout, écoute-moi bien là. Et là, c'est le mot d'ordre. Du coup, il fallait qu'elle m'écoute. Je fais au prochain stop, je compte jusqu'à 3 et on se casse, on ouvre les portières, on saute, on court. Et elle me regarde, elle me dit ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et elle continue à parler en anglais. Et là, si on arrive à un stop, je suis là. Ok, vas-y, continue à parler. Anaïs, portière, 3, 2, 1, bam. Et là, ça, c'est des trucs, c'est super drôle. Mais ça, tu te rends compte que c'est inné. En voyage, après, moi, j'ai lu plein de choses aussi là-dessus. Je pense que c'est l'instinct animal qui revient, c'est la survie. Ok, donc vous les avez plantés, vous êtes partis en courant et ils vous ont pas rattrapé. Mais ça se trouve, ça aurait été. Mais le doute pour moi était énorme. Et des choses comme ça, mais tu es obligé d'en avoir. C'est normal. Tu croises toujours des gens à qui il est arrivé des histoires dingues. Enfin, moi, j'en ai vu beaucoup. Hein. Et on y échappait. On échappe à plein de choses, ça c'est sûr. Parce qu'après, on le veut, évidemment. On part faire du stop. En fait, en faisant du stop aussi, on peut beaucoup se mettre dans la merde en prenant des taxis, comme tu dis. Donc voilà. Et du coup, donc on en était resté à Bali. Donc Bali, ça a été un peu le choc. Franchement, bon, l'agression quand tu arrives, plus les conditions, le plastique, c'est extrêmement pollué, Bali. Alors évidemment, si on va pas dans des resorts où ils font le nettoyage des plages et de l'eau, ce qui est très ponctuel, hein, au final, c'est en Indonésie, il n'y a pas de traitement de déchets. Hein, donc, même si on a des poubelles, on sait que ça va être déposé dans un coin à un moment donné. Et du coup, c'est là que tu fais un peu une dépression ou que tu en as ras-le-bol du voyage? En vrai, ouais. Là, ça commence sévère. Et d'ailleurs, petit aparté, République dominicaine, j'y suis allée au premier tour du monde, c'est exactement comme Bali. Sur le coup, je me dis que c'est le même type de pays avec Haïti. Voilà, ça, c'est à peu près les mêmes pays. Mais j'ai été plus forte à cette époque-là, parce que là, pour celui-ci, j'arrive plus. Donc là, je me dis, bon, c'est dur. Et puis, des petits trucs qui commencent à me monter, quoi. Je fais de la plongée beaucoup, donc j'y suis allée pour ça. Le français, enfin, vraiment, il y avait du plastique partout. Du coup, le français qui tenait je prends que des clubs de plongée français. Enfin, de toute façon, juste parce que je préfère par principe avoir ma langue pour faire un sport extrême. Et je lui dis, mais vous pouvez pas trouver des solutions Et le mec du club de plongée, il me fait, non, mais c'est bon, j'en ai marre de ces petites phrases de français là, basiques qui pensent qu'on peut régler les choses. Mais en fait, mec, tu t'enrichis dans un pays qui n'est pas le tien, parce que pour le coup, lui, il avait plein de clubs de plongée. Mais en fait, c'est des trucs qui m'énervent aussi, c'est très nonchalant. Ce côté, non, mais moi, je peux rien y faire. Et dit, moi, si je fais faire nettoyer la plage, de toute façon, le lendemain, c'est la voisine d'à côté qui va balancer son sac de plastique à la mer. Oui, mais en fait, on s'en sort jamais. Si vous, sur place, vous faites rien, parce que le gars, il exploite la mer en nous emmenant plonger. Mais à côté de ça, en fait, c'est des trucs qui m'énervent. Bon, ça, voilà, c'est autre chose. C'est d'autres... je me dis, mais c'est trop facile, en fait. Du coup, là, pour le coup, c'est que des Français qui s'enrichissent sur le dos de la mer et des Raimentas, par exemple. Mais il y a des Raimentas qui sont sur les plages mortes à cause du plastique. Et il me dit que non, on peut rien y faire, de toute façon, c'est comme ça. Ou... Oui, mais on s'en sort pas. Le problème, c'est que c'est rarement les gens sur place, les locaux qui, justement, crèvent de faim ou je ne sais quoi, qui vont faire changer les choses. Mais toi, là, tu viens. Et voilà, ça, c'est des trucs qui commencent à monter au fur et à mesure du voyage parce que ce tour du monde-là, en un an, j'ai vu plein de choses. Après, j'adore l'économie où j'ai remarqué plein de choses. Et au fur et à mesure, je pense que justement, la place du blanc là, qui va dans tous ces pays-là pour s'enrichir m'énerve. Donc ça aussi, ça me travaille. Et après, donc ça c'était prévu, je pars en centre de soins en Thaïlande. Le seul gros centre de soins, c'est l'Elephant Nature Park, où ils ont une clinique vétérinaire en même temps. Donc je suis auxiliaire vétérinaire pour un centre de soins, mais sublime. Et là, c'est le coup de grâce, parce que la Thaïlande, c'est l'apogée pour moi pour les animaux.
enfin pour les éléphants, hein, enfin ça c'est quand même excessivement connu. Donc en Asie, il n'y a plus, alors il y a le Sri Lanka qui est le dernier pays où il y a des éléphants sauvages. Sinon, dans toute l'Asie, un éléphant appartient à quelqu'un, obligatoirement. Donc en Thaïlande, bon, bah, après les trucs typiques, on sait, hein, monter sur les éléphants, les trucs. Et là, on récupère des animaux, mais dans des états où quand ils s'échappent, ça c'est aussi le petit truc que j'ai appris là-bas, parce que c'est monstrueux. Un éléphant qui s'échappe, les Thaïlandais ils mettent des mines antipersonnelles dans des champs pour leur faire sauter une jambe. Donc moi, j'ai vu des éléphants arriver mutilés, mais mon Dieu. Donc là, c'est les 2 semaines là, mais elles m'ont fini. Je me suis dit, mais là par contre, on peut plus rien faire pour l'humanité. Là, sur le coup, évidemment, je suis plus du tout réfléchie et je me dis, mais c'est une catastrophe parce que eux, c'est leur plus profonde culture. Pour chaque personne, il faut avoir un éléphant, il faut faire le fameux ça dure presque une semaine là, c'est un nom Wild Spirit, je sais plus trop quoi, donc lui enlever son âme, donc c'est 7 jours de souffrance attaché à un arbre dans la jungle, tout le monde connaît ce truc là, et tu te dis mais c'est pas possible, s'il survit c'est bien, mais ça veut dire que vu qu'il a plus d'âme, on va pouvoir en faire ce qu'on veut, parce que c'est leur culture de et là, mais là je me dis en fait non, là tu peux plus, et là par contre en effet ça marche plus du tout, le oui mais là t'es pas chez toi, non, c'est fini, là on a passé un cap où je ne peux plus du tout supporter tout ça. Donc là, c'est plus la vraie dépression. Et puis cet animal-là, non, il m'a fait un truc. Oui, c'est compliqué d'expliquer tout ce que tu te prends dans la tronche. Bon, déjà, vous avez un style de voyage qui est très roots, quoi, hein, donc c'est quand même difficile physiquement, mentalement et émotionnellement. Donc se prendre tout ça dans la tronche continuellement pendant 1 an et demi, je comprends tout à fait, c'est extrêmement difficile. Après, oui, clairement, la condition animale dans des pays qui ne sont pas sur les mêmes standards que l'Europe, États-Unis, enfin un pays riche, c'est sûr, quoi. C'est sûr que ça va être horrible. Oui, mais tu vois, t'imagines, je ne suis pas censée être bête là-dessus, mais en fait, j'ai quand même réussi au début. Oui, mais tu vois, au début, on s'est dit, non, mais on va y arriver, enfin, c'est pas grave, on va être utile. Mais en fait, tu vois, ça a pris le dessus. Je sais que c'est vraiment ma bêtise, et puis en plus, impossible de s'arrêter. Il y a un engrenage où l'Amazonie, ça a duré 1 mois alors que c'était par période de 2 semaines. Pourquoi on n'a pas arrêté? Puis Anaïs d'ailleurs a arrêté au bout de 2 semaines. Mais pourquoi moi j'ai voulu continuer et pas me prendre 2 semaines en Colombie? Mais en fait, c'est que ça commence déjà à travailler. Après, tu vas dans le voyage d'après et tu l'andouilles et tu te dis ouais, mais là-bas il y avait tellement d'animaux à sauver. Ça c'est une vraie bêtise hein, qu'on a fait dès le début. Alors ouais. Après, mais je pense que vous avez eu un apprentissage parce que il y a quand même une grosse différence entre le savoir et se dire ok, je vais aller dans un pays où les références sont pas les mêmes et je vais m'apprendre plein la vue. Ok, tu peux le savoir, mais tu as besoin de le vivre. Tu as besoin de le vivre pour savoir l'effet, tu vois, que ça va te faire. Et puis en plus, personne n'a aucune idée avant de l'avoir vécu parce que je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte de la condition des animaux dans les pays étrangers. Moi, c'est pour ça que les éléphants, j'ai encore jamais rencontré les éléphants parce que c'est aussi un animal qui m'attire énormément. Les seuls que j'ai vus ici en Indonésie, c'est, voilà, comme tu dis, les éléphants de temple. Donc voilà, j'ai refusé d'aller voir ou de faire quoi que ce soit. Et pourtant, je sais que c'est pas les pires. C'est pas les pires. En Afrique, au Cameroun, on était allé dans un centre de réhabilitation. Donc, dès qu'il y a des animaux qui sont retrouvés parce que il y avait des braconniers ou quoi, ils étaient alertés. Ils récupèrent ces animaux-là. Et c'était d'un triste à mourir. Voilà, on a vu des gorilles à dos d'argent dans des mini-enclos et c'est horrible et en même temps tu dis c'est très certainement mieux que se faire torturer, tu vois, chez quelqu'un. Donc tu vois, c'est très tout est contradictoire en fait. Au final, tu vois, tu as ta vision où tu dis non mais voilà, il faudrait qu'il soit juste dans la nature et en même temps là, on ne peut plus le relâcher dans la nature. Qu'est-ce qui va marcher pour lui-même? Enfin, tu vois,
C'est hyper contradictoire et en même temps, voilà, je pense que, enfin moi j'arrive à la conclusion, on fait au mieux avec ce qu'on a. Et on peut pas faire beaucoup plus, quoi, mais c'est difficile, tu vois, de mettre une barrière comme ça, de se dire, voilà, je sais que je vais pas pouvoir sauver, je le sais, et il faut l'accepter, et ça c'est très difficile. Parce que quand tu as des animaux qui souffrent devant toi, évidemment, c'est difficile de se dire, bon ben voilà, je peux rien faire, quoi. Donc ouais, très compliqué. Donc je comprends tout à fait la déprime du voyage. Et justement, par rapport à ça, du coup, j'enchaîne sur ma prochaine question qui est comment ton mode de vie a été perçu par ton entourage? Est-ce que tu as eu beaucoup d'incompréhension? Est-ce que tu as eu tu vois, ta famille ou des gens qui t'ont découragé ou qui t'ont encouragé? Comment ça s'est passé pour toi, ce mode de vie? Quelle est la perception extérieure? Mes parents s'en fichent de tout. Non, ils sont extrêmement laxistes. Non, ils sont. euh, mais, mais parce que ma sœur a une vie assez dingue aussi. Mes parents, eux, c'est faites votre vie. Comment dire, faites de votre vie un rêve. Point. Stop. Il aurait rêvé plein de choses aussi. Mon père, actuellement, n'aime pas son boulot, n'aime pas se lever le matin pour aller bosser. C'est con, mais c'est vrai. Et il me dit ça, je ne le souhaite à aucune de vous deux. Mais là, de suite, entre guillemets, il n'a pas trop le choix. Mais enfin, si, on a toujours le choix. Mais voilà, là, il le dit, faites ce que vous voulez. Donc, eux, j'avoue, mais c'est vrai que pour le coup, c'est cool. Et enfin, je pense que j'ai de la chance. Non, dans le reste, mais j'ai toujours été différente, alors ça choque personne. Vraiment, il n'y a pas. Et même pas, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte que j'ai fait plein de trucs dingues, exceptionnels. Parce que ça les choque pas. Ils s'y attendent. Donc, ouais, non, j'avoue. Ok, bah écoute, génial, parce que honnêtement, j'imagine que c'est assez rare d'avoir une famille aussi détendue, particulièrement quand tu fais quand même des voyages dans des pays qui ne sont pas toujours, tu vois, super sécures. Et toute seule, avec un type de voyage qui est de nouveau route, sac à dos. Donc voilà, donc écoute, tant mieux, ça t'a permis de voir beaucoup de choses. Et est-ce que tu as déjà analysé ou qu'est-ce qui te pousse à voyager? Tu vois, quel est ce besoin de voyager? Est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont guidé, que tu as admiré? Ou quel est cet appel du voyage pour toi? Qu'est-ce que tu y trouves? Sarah Marquis, c'est mon petit dieu à moi, mon mentor. C'est une reporter National Geographic qui fait des livres sur ses aventures. Je pense qu'elle a fait déjà 2 fois le tour du monde à pied. Ou c'est, ouais, pour moi un peu mon mentor. Et de toute façon, ce qu'elle dit est vrai et je me le dis tout le temps. Moi, je me sens vivante en voyage, mais en rando, en voyage, je me sens juste bien à ma place. C'est tout. C'est ton style de vie, quoi. C'est ça qui fait que tu es en Oui, équilibre et tu es en alignement. Ok. oui, là, c'est sûr. Là, ça fait 6 ans que je me dis oui, mais c'est ça, en fait. Ouais. Et si tu devais, tu vois, avec tes yeux d'aujourd'hui, si tu devais changer quelque chose ou donner un conseil à Maëlle 10 ans avant, qu'est-ce que tu dirais? Ah, j'aurais pas fait le BTS, la première licence. J'aurais dit à Maëlle d'avant, écoute, pourtant, ouais, écoute vraiment pas les profs et fais vraiment ce que tu veux. Au pire, juste pour gagner 2, 3 ans d'études inutiles. Mais en fait, peut-être pas tant inutiles parce que peut-être que je m'en suis servi après. Mais écoute-toi encore plus. Mais ouais, pas de parasites autour là. Parce que mine de rien, on a beau dire, quand on est plus jeune, la vie des autres, il compte beaucoup, hein. Mhm. T'as ressenti ça? Oui, oui, quand même. Même si je fais genre, actuellement, je m'en fous de toute ta vie. Enfin, on a grandi, quoi. On se fait notre propre avis que plus jeune, ça m'a impacté plus. Donc, ouais. Ouais, enfin, vraiment, suis vraiment parce que du coup, j'avais raison, je le savais, suis vraiment ton instinct primaire, quoi. Enfin, ta petite voix dans la tête. Ce que je fais maintenant vraiment tout le temps, quoi. Donc ouais, je te demandais quels sont les éléments de ton mindset qui sont hyper importants pour vivre la vie que tu vis. En vrai, alors ça paraît bête, mais faut être vachement tolérant, quoi. Euh, la rigueur et l'adaptabilité. Si, c'est le premier, quoi. Et est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je vis ma meilleure vie?
Oui, actuellement, je vis ma meilleure vie. Et est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Donc là, tu as pris un appartement en France, donc j'imagine que la situation a aussi évolué avec le Covid. Ça t'a fait revenir en France? Oh, pour 2 mois! Ok. Non, mais là actuellement, alors ça, c'est pareil, c'est un rêve de toujours, je me suis jamais dit que ce serait possible de pouvoir un jour travailler de partout où je veux. Et donc, Sarah Marquis, c'est ma première idole, et la deuxième, elle s'appelle Laure, c'est une de mes meilleures amies, mais c'est la seule de mes amies qu'en plus j'idolâtre, vraiment. Photographe, vidéaste, et elle travaille pour elle. Et à chaque fois que j'allais la voir, je me disais, mais putain, mais c'est tellement bien, mais ça ne m'arrivera jamais. Et je dis ça il y a 2 ans. Hein. Donc, c'est quand même récent. Ça me paraissait hors de portée. Donc là, actuellement, mais là, par contre, je m'en rends compte. Hein. Surtout depuis que je suis rentrée en France, je me dis, mais depuis que je suis rentrée, j'ai acheté un camion. Je pouvais travailler de mon camion du fin fond de l'Italie, la Croatie, la Slovénie. Là, demain, je peux aller dans les calanques. Il suffit juste que je me branche à 16 heures. Mais là, actuellement, ma vie, oui, elle est parfaite. En vrai. Je me réveille là le matin, je vais faire du ski. Travailler à 16 heures, c'est cool, ça me laisse une journée. Enfin, j'ai des trop grosses journées, mais oui, actuellement, c'était un rêve. Mais le problème, c'est que je m'ennuie très, très, très vite au boulot. Là, ça fait 1 an et demi. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais... C'est quoi la prochaine étape? Parce que je commence à m'ennuyer. Comme par hasard, quelqu'un m'a entendu. Là, ma patronne est enceinte. Du coup, elle arrête. Du coup, je reprends sa place à la direction. Donc, ça me rebooste. Ça me relance. Mais je pense que même si cette vie, là, me paraît bien, si je me serais ennuyée au boulot, mais je sais pas, j'aurais peut-être changé. Parce que maintenant, ça me paraît possible d'élargir encore. Du coup, j'ai élargi mon CV. Et en fait, des offres, d'ailleurs, en télétravail, il y en a. Hein. C'est juste qu'avant, j'avais jamais regardé. Ça me paraissait pas possible. Pareil, ça aussi. Ça, c'est sûr et certain maintenant. J'ai beaucoup plus confiance en moi et au boulot. Et en fait, il faut toujours... Mais de toute façon, on n'est jamais ridicule. Il faut toujours postuler à des choses qui paraissent impossibles. Et ça, je pense que même moi, je suis passée sûrement à des époques à côté de certains boulots où j'aurais jamais osé. Et des fois, c'est pas spécialement le CV. Enfin, non, on peut tous apprendre à faire de tout. Et ouais. Et je le vois ici. Hein. Si c'est pas le boulot canadien, j'en trouverai un ici en télétravail aussi, parce que maintenant c'est devenu mon obligation, c'est d'être en télétravail, quoi. Et donc pour l'instant fixé en France, mais tu as déjà des idées de voyage pour la suite? Oui. Déjà, je suis rentrée il y a 7 mois, mais j'ai réussi à faire 8 pays, donc ça va. Mais en Europe, après, comparé à beaucoup, beaucoup de gens, mais en tout cas en France, c'est vrai que c'est pareil, tu le vois pas trop, mais la plupart des gens ici, sachant qu'encore une fois aussi, moi, j'ai pas eu le Covid. Hein. Enfin, au Canada, on l'a pas eu comme les Français ou comme toi. Tout le monde a envie de bouger. C'est une obsession de tous les Français que je rencontre. Ils ont envie de partir en avion. Mais moi, j'en reviens. Donc déjà, moi, je suis pas du tout obligée de voyager loin. J'ai pas ce besoin-là. Alors, j'ai des idées, mais enfin, l'un des rêves de ma vie, c'est d'avoir un hôtel. J'en aurai un. Donc ça, ok. Bien que j'ai critiqué l'Amérique du Sud, j'aimerais bien avoir en Amérique du Sud. On verra. Ok. Pour quelle raison? Tu veux effacer la mauvaise impression que tu avais eue? Ou pour quelle raison? Non, pour le coup, en plus, c'est pas... j'ai envie d'aller au Belize. Ok, d'accord. En attendant, j'ai fait que des études de marché, j'ai tout au papier. Je sais pas pourquoi j'en rêve de ce pays. Donc, si ça se trouve, ce sera pas comme je pense, mais je sais pas, ça m'attire. Donc, j'irai voir parce que pourquoi pas. C'est aussi pour avoir Enfin, ma soeur est instructrice de plongée, donc elle sera avec moi pour faire de la plongée. Donc, à voir. Ou sinon, en Europe, les Baléares ou quelque chose comme ça. Mais là, j'ai pas... Non, en gros voyage... Les États-Unis, j'y retournerai toujours en vacances parce que j'adore. Mais j'ai la chance.
J'ai des papiers pour pouvoir travailler au Canada, donc ça me permet quand même de rentrer aux États-Unis sans... Oui, donc c'est pratique. Je peux un peu faire ce que je veux, mais là, pour l'instant, je suis bien en France. Ça reste mon pays préféré dans le monde, hein, quand même. Waouh! Ah oui, bien sûr. Ça, par contre, je continuerai à le dire. Et d'ailleurs, pour avoir beaucoup voyagé, c'est aussi le plus beau pays du monde. Ça, c'est vraiment chauvin à souhait, mais c'est vrai. C'est véridique. J'ai refait un gros road trip. Quand je suis rentrée, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est fou. On l'oublie, hein. Mais par exemple, tu as les calanques de Marseille. Je te dis, mais c'est sublime. Et moi, j'adore faire ça. Je prends beaucoup de photos. Je le montre à plein de gens. J'ai des photos à l'autre bout du monde et des photos en France, mais tu sais pas qui est quoi. Sauf que je me suis tapé 22 heures d'avion pour aller ailleurs. Alors, c'est sûr que la France, il y a beaucoup de défauts. Mais non, c'est quand même mon pays, quoi. Oui, mais je pense qu'on a besoin de partir pour s'en rendre compte. J'en suis persuadée. Moi, personnellement, je suis tombée amoureuse de la France en étant à l'étranger. Et honnêtement, j'avais vraiment un problème avec la France pendant longtemps. Tu vois, mon rêve, c'était de partir. C'était de voyager. Tu vois, j'avais besoin de grands horizons. J'avais besoin d'un état d'esprit ouvert. J'avais besoin d'autre chose, tu vois. Et en fait, maintenant, après avoir voyagé, évidemment, j'ai qu'une envie, c'est de ne voyager beaucoup moins, d'être beaucoup plus local. Tu vois, c'est comme si tu as besoin que ton monde, à un moment donné, il s'élargisse vraiment pour comprendre comment tout fonctionne, comprendre les différentes cultures. Et moi, j'en suis à un moment dans ma vie où j'ai besoin, justement, maintenant que ça a été élargi, j'ai besoin de refocaliser. Voilà, j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose de très local, mon pays, ma culture, avec le positif, le négatif, et évidemment découvrir toutes les beautés de ce pays, puisque finalement, moi, la France, c'est un pays que je connais peu. Je connais mieux d'autres pays, quoi. Oui, mais tu vois, toi comme moi, parce qu'il y a quand même plein de gens que j'ai rencontrés où ils ont flashé sur un pays, et ils ont envie d'y rester, quoi. Mais moi, en fait, c'est ça que je me dis, j'aurais pu... Non, j'ai adoré la Nouvelle-Zélande, mais en fait, je me vois pas spécialement. C'est très, très beau, mais c'est très loin. Ça veut dire que t'abandonnes ton autre vie, par exemple. Celui-là, c'est celui qui me marque le plus, parce que moi, il y a des Français là-bas que j'ai rencontrés, ils se sont dit, c'est ici que j'ai envie d'être, plus ailleurs, et bye mon ancienne vie, parce que là, pour le coup, on sait très bien que si c'est si loin, c'est fini le reste. Et moi, ça m'impressionne, parce que j'ai jamais eu ça en voyage. Jamais. Je me suis jamais dit, j'ai envie d'être dans un pays pour habiter autre que le mien. Après, avoir un pied-à-terre ici, mais pouvoir bouger, oui. Mais le pied-à-terre principal, pour moi, c'est ici. Ok. Après, je pense que c'est rare. Finalement, les gens qui ont vraiment trouvé leur pays, parce que honnêtement, moi, après avoir voyagé, pas autant que toi, hein, j'ai fait moins de pays, mais clairement, moi, à chaque fois, je dis, mais ok, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Tu sais, j'avais beaucoup ce fantasme de me dire, je veux trouver the country, tu vois, le pays, quoi. Mais en fait, il n'existe pas, tu vois. Moi, j'adore la Nouvelle-Zélande, je suis mariée à un Néo-Zélandais, tu vois, enfin, j'adore. Mais je vois, surtout à travers lui, et vu qu'on a de la famille là-bas, je vois aussi les points négatifs de ce pays. Donc, tu vois, pour moi, j'ai pas un pays où je me dis, mais il y a 100%, tu vois, 100% des cases qui sont cochées, quoi. Mais parce que chez nous, tout n'est pas coché non plus, mais on peut être que tolérant parce que c'est chez nous, quoi. C'est chez nous, mais je pense qu'on se rend compte de la chance qu'on a, vraiment, quoi. Après, c'est valable, ça, pour la France, l'Europe, tu vois, j'élargis pas que à la France, quoi. Mais, Oui, en plus, c'est ça, on a de la chance. On l'oublie, mais tu t'en rends compte quand t'es à l'étranger. En plus, on est européens. On n'y pense jamais, hein. Jamais personne va dire « je suis européenne ». Non, mais non. Mais en vrai, c'est exceptionnel. Ton passeport te donne accès à énormément de pays. Quand tu es indonésien, moi, il y a plein de gens qui me disent « mais moi, même si je veux, je peux pas. Enfin, tu vois, les visas, c'est pas possible, je ne peux pas. » Et en fait, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. On a accès à une majorité de pays. Et ça, c'est grâce à notre passeport. Donc, ouais, effectivement. Ok, Maëlle, je vais te poser encore 2 questions, puis on va s'arrêter. Tu sais, ça fait
2h40. 2 heures. Presque 2 heures. 1h50. Ok. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast et qui veulent vivre leur meilleure vie, mais qui ne savent pas par où commencer? Comment on fait pour vivre sa meilleure vie? En fait, il faut s'écouter. Moi, la phrase type de tout le monde, ça je le pense par rapport à mes copines, c'est « Oh, mais t'as de la chance, parce que moi, j'ai ça, j'ai un poisson rouge, j'ai un mec, j'ai ci, j'ai pas l'argent. » je trouve ça insupportable. Je pense que je pourrais vraiment breveter des mantras. L'argent n'est... Et ma mère me l'a toujours répété, mais elle a raison. Et ça, personne ne me dira le contraire. L'argent n'est jamais un problème dans la vie. Si tu en veux, tu en trouves. Vraiment. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Les peurs, 3/4 sont irrationnelles. Si moi, j'ai réussi à faire ça, je n'ai, j'ai vraiment rien de plus que les autres, à part juste de la motivation. Mais toute seule, au début, j'en étais pas capable. Donc, au pire, être aidée par quelqu'un, parce que c'est vrai que maintenant, je suis totalement capable de traverser n'importe quel pays à pied, toute seule, mais pas il y a 6 ans. Donc, ça, je comprends. Mais ok, là j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai des très bonnes amies, mais il y a des groupes, des groupes sur Facebook de copines de voyage ou voilà pour s'aider, ça c'est sûr. Mais non, mais il faut se lancer, il faut pas écouter les autres. Enfin, faut pas écouter le négatif. Jamais, il y aura toujours quelque chose. On va te dire, mais ce sera trop dangereux, ce sera trop si. Imagine, il se passe quelque chose ou mais c'est ça, mais c'est dans la vie, c'est tout le temps comme ça. Mais non, je me dis après 6 ans. Bah ouais, une agression en 50 pays, c'est quoi? C'est rien. Ouais. Voilà, tu vois, déjà de 1, très franchement. Et puis c'est comme ça. Et puis j'en ai eu des énormes merdes. J'ai un énorme accident au Canada. Aller à l'hôpital, c'est une catastrophe. Parce que quand t'es pas chez toi, tu le sais. Mais non, c'est la vie, ça m'a pas... Il faut... Franchement, il faut se mettre un gros coup de pied au cul, les gens. Hein. C'est juste ça. Hein. Bougez-vous si vous n'êtes pas... Ça, c'est des phrases aussi type. Mais j'ai été élevée là-dedans, donc je pense que j'ai plus de chances que la moyenne, ça c'est sûr. Je pense à quelqu'un en disant ça qui va se reconnaître, qui va écouter. Pour moi, on ne peut pas avoir mal au ventre le dimanche soir parce qu'on sait que le lendemain matin, on va travailler. Ouais. Ça, pour moi, c'est trop important. On ne peut pas être dégoûté, en tout cas, de tous les jours aller travailler. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. Ça m'est très peu arrivé dans ma vie où j'aime pas trop quelque chose, mais ce n'est pas grave, j'ai un objectif. Mais pour moi, c'est trop important. Faut faire un minimum. Juste le travail, j'ai l'impression que c'est 3/4 de notre vie. C'est trop grave. Faut vraiment aimer ça, quoi. Ou attendre, ou alors... Pareil, la plupart des gens qui attendent le vendredi soir en disant mais ça va être le week-end, je vais faire plein de choses. Mais c'est triste. Faut pas avoir cette vie. Faut changer. Tout est possible. Franchement, tout est possible. L'été dernier, j'ai rencontré une fille, mais je me suis dit mais oh là là, elle était tellement, mais elle m'a sorti toutes les excuses du monde, quoi. Mais toutes, une par une. Je disais mais non, mais ça marche pas. C'est juste parce que t'as peur, parce que t'écoutes ta petite voix. Mais moi, je peux te trouver toutes les manières de faire. Oui, mais j'ai un crédit, j'ai ci. Oui, mais comme tout le monde. Parce que à côté de cette vie, il m'arrive beaucoup de merde et puis j'ai aussi des crédits. Mais non, mais c'est pas une raison. Des formations, en plus, on est en France pour le coup. Des formations, tu en auras toujours. Tu auras toujours des aides. Tu peux totalement changer de vie et j'en suis la preuve. Tu peux changer de vie 10 fois. Je vais reprendre des études là bientôt. Je vais être dans la merde, c'est sûr et certain, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il faut bousculez-vous. Les gens, lisez Sarah Marquis. Et le livre aussi, Wild. C'est la blonde qui traverse l'Amérique du Sud à pied, là d'ailleurs. Je crois que ce livre aussi m'a un peu transformée. C'est vrai que des livres m'ont bien transformée. Ah, j'ai lu ce bouquin. Il m'avait marqué. Donc c'est l'héroïne perd sa maman et en fait, en gros, pour survivre au deuil, elle va marcher le Pacific Crest Trail, qui est un très très long, une longue randonnée. Ouais, mais c'est génial parce qu'en fait, c'est une nana qui était, mais genre pas du tout sportive et pas du tout préparée. Donc, c'est vrai que c'est très rigolo de le lire parce que forcément, ça va être une marche et
il y a un côté spirituel où ben voilà, elle va faire son deuil, elle va voilà, essayer de comprendre avec tous les challenges qu'elle va rencontrer dans sa vie, dans son voyage. Elle va essayer de se sortir de cette zone vraiment de dépression dans laquelle elle était. Et c'est génial parce que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout préparé. Donc, on voit toutes les galères. Mais bon, elle a failli mourir plusieurs fois quand même. Voilà, c'était quand même assez dramatique. Mais quand on le lit, c'est incroyable le mindset, ouais. Exactement. Mais à cause d'elle, j'ai marché un mois sur ce Pacifique-là, mais en fait, c'est le côté psycho qui était hyper intéressant dans ce livre. Et après, les Sarah Marquis, ça, c'est des gros mantras de vie. Enfin, j'adore. Mais ouais, non, c'est tout. Et puis, non, pas avoir peur. Ça aussi, c'est un détail, je sais plus à qui je le disais. Moi, demain, je peux me retrouver à bosser à Super U si d'un coup, je suis dans la merde. La vie t'offre des opportunités, mais déjà, oui, aussi pareil. Bon, évidemment, c'est toujours pareil. T'as de la chance, oui, mais si j'étais restée à Poitiers, tranquillement, dans un petit boulot basique, évidemment, c'est rare. Je pense que ça n'arrive à personne, qu'on t'envoie un message, oui, bonjour, on vous proposerait de faire ça, ça. Non, c'est sûr. Mais juste encore actuellement, mais c'est juste parce que peut-être aussi ça me fait du bien, mais on ne sait jamais. Sur Indeed, j'envoie de temps en temps, je vois des annonces passer et j'envoie encore plein de CV parce qu'on ne sait jamais. Et je me dis, de toute façon, il faut provoquer. Hein. Si tu ne provoques pas la chance, elle ne vient pas toute seule. Hein. Je pense que ça ne marche pas. Ok, j'aime beaucoup. Je retiens quatre choses de ce que tu dis. Donc, il ne faut pas écouter ses peurs, il faut oser. Il ne faut pas écouter les peurs de l'extérieur, mais suivre ses envies. Suivre ses envies, c'est vraiment quelque chose que, de toutes les interviews que j'ai faites, qui ressort vraiment tout le temps. C'est suivre cette petite voix, ce gut feeling, tu vois, c'est y aller. Et puis, provoquer la chance. Je pense que ce qui me marque dans tout ce que tu racontes, c'est tu sais que tu peux compter sur toi-même, tu vois. Tu sais que ta sécurité, elle vient pas de l'extérieur, elle vient pas d'un CDI, elle vient pas d'un truc qui est finalement pas en toi. Elle vient du fait que tu es prête à bosser s'il le faut. Tu vois, tu es prête à aller bosser à Super U si jamais tu as besoin d'argent pour manger, tu vois. Et du coup, ça fait toute la différence. Et je pense que c'est pour ça que tu n'as pas peur, parce que tu sais que tu peux compter sur toi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi-même, je travaille par rapport à la peur du manque d'argent. Mais le manque d'argent, c'est juste une peur qui est à l'extérieur. Il ne faut pas laisser, tu vois, le monde extérieur t'amener de la sécurité, parce que la sécurité, elle vient de l'intérieur de toi. Donc ça, c'est une notion que j'aime bien aussi. Écoute Maëlle, ça fait 2 heures qu'on parle. Oui, vas-y, tu veux rajouter une dernière chose? Petit détail, oui, mais parce que si je suis seule, quoi. Je n'ai pas d'enfants et compagnie, c'est sûr, c'est beaucoup plus... Mais, parce que d'ailleurs aussi, j'ai une amie qui a 2 filles et on en a beaucoup parlé de tout. Elle avait un boulot de merde et elle a repris des études d'ailleurs. Donc, c'est possible. Évidemment, moi, c'est beaucoup plus facile de dire ça quand tu n'as ni mec ni enfant. Je n'ai même plus actuellement d'animaux. Tout est plus facile. Ça, c'est sûr et certain. Mais non, j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'exemples de personnes où ils avaient tout. Enfin, pour moi, les enfants, c'est le plus dur. Je veux dire, tu peux pas... Évidemment, moi, c'est facile de dire que ma vie, là, je peux la faire comme je veux. Mais j'ai des exemples aussi avec des enfants et c'est juste beaucoup plus compliqué. Enfin, tu peux pas claquer des doigts comme moi, mais non, tu peux y arriver, quoi. Oui, tout à fait. Écoute, moi, je suis maman, on habite en Indonésie. Hein. Donc, et je rencontre que des expatriés qui sont en famille en Indonésie ou ailleurs. Hein. Donc, c'est possible. Après, c'est juste une organisation qui est différente. Ok, et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter? Alors, je note, détail, j'encourage tout le monde à aller voir ton compte Instagram. Tu fais des photos absolument somptueuses. Tu fais des vidéos, mais honnêtement, c'est regarder National Geographic, quoi. Franchement, non, mais j'adore. Mais quand j'ai un coup de blues, je vais voir ton post Instagram parce que je sais qu'il va y avoir des belles photos, il va y avoir toujours des trucs qui reboostent. Donc, est-ce que tu veux redonner le nom de ton Instagram?
Maëlle, mae2le.rs. Ok. Mais d'ailleurs, je reçois souvent de temps en temps, j'ai des messages c'était beaucoup par rapport au Canada, mais quand même de personnes qui me demandent, c'est souvent les mêmes questions pour les voyages, les tours du monde, l'argent, et je réponds tout le temps hein, parce que c'est marrant. Et moi, à l'époque, mine de rien, à l'époque, il n'y avait pas spécialement Insta, mais il n'y avait pas en fait. Je ne sais pas depuis où c'était le début, et ça m'aurait bien aidé, tu vois. Ouais. Je pense que tu pourrais tout à fait développer un business sur Internet avec blog, podcast, YouTube. En plus, tu parles très bien, donc je pense que ça pourrait aider pas mal de gens. Si un jour, tu as envie de te reconvertir une énième fois, je pense que c'est tout à fait dans tes cordes. Ou écrire des articles pour des journaux. Hein. Oui, mais j'ai commencé un peu, mais cette vie de... non, faut que je m'y mette là. Mais ouais, ouais, j'avoue. Ok, merci beaucoup Maëlle, merci beaucoup pour cette interview. Je suis ravie, c'était dense, il y a plein de choses. Je suis ravie d'avoir... Attends, toi là, tu te vois où dans 5 ans? J'aime bien cette phrase. Alors, où est-ce que je serai dans 5 ans? Alors, je sais pas, je fais pas comme ça dans 5 ans, tu vois. C'est plus, je sais le style de vie que je veux avoir au jour d'aujourd'hui. Donc, mon style de vie, c'est un style de vie où je peux travailler depuis la maison. Je veux pouvoir avoir un impact direct sur les gens, à aider les gens, à apporter quelque chose de positif, tu vois, direct. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Dans mon travail actuel, c'est un impact indirect, si tu veux, avec l'écologie et compagnie. Mais j'ai vraiment besoin de voir, tu vois, l'impact. Donc, un impact positif, le podcast en fait partie. Je voudrais développer des formations sur Internet et du coaching. Donc ça va arriver. Et ensuite, j'aimerais créer un lieu en France. Donc ça, c'est ma vision, c'est créer un lieu où les gens peuvent venir voir des masterclass, des conférences, tout un tas d'événements pour développement personnel, éducation financière et ensuite apporter ça également avec des animaux, des chevaux évidemment puisque je veux intégrer cet élément et faire organiser aussi des camps, tu vois, des camps, des retraites, mais aussi pour les enfants, tu vois, l'éducation financière, ça c'est un truc qui n'existe pas, on t'apprend pas ça à l'école, on t'apprend pas. On t'apprend pas à voyager, on t'apprend pas, tu vois, mais réfléchis à quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi dans la vie. Tout ça, on te l'apprend pas. Donc moi, j'ai envie de créer un lieu qui permet d'apporter ça. Alors dans un premier temps, je vais faire ça de manière dématérialisée sur Internet. Et ensuite, j'aimerais le concrétiser, l'incarner dans un lieu. Je sais pas si tu connais le château des Carrasses. Oui. Voilà, donc j'imagine un lieu comme ça. Ça fait partie de ma vision. Donc je veux un beau lieu où il se passe énormément de choses, où les gens vont être bousculés et vont pouvoir vivre leur meilleure vie. Parce que c'est ça le but, c'est que tout le monde vive leur meilleure vie, quelle que soit la définition. Parce que pour toi, c'est le voyage. Il y a d'autres personnes qui vont dire « Mais moi, je ne supporte pas le voyage, je suis très bien chez moi. » Cool, tu vois, c'est quoi ce que tu veux faire? Oui. Tu vois? Donc c'est ça, c'est que tout le monde puisse vivre sa meilleure vie. Pour moi, c'est ça. Et si je peux être le catalyseur du passage à l'action, je serai ravie. Je peux mourir en me disant j'ai eu une vie accomplie. Voilà. Donc, ok. En tout cas, merci beaucoup Maëlle. Et voilà, il y a plein d'éléments. Merci et à tous les auditeurs, merci de votre écoute. C'était 2 heures, 7 minutes extrêmement intenses où il y a eu beaucoup de choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit Maëlle ou moi-même sur Instagram, on est toujours très présente. Merci.